Dans un grand restaurant, un serveur propose la carte à un client. Et ce dernier refuse la carte. Il se saisit de la serviette qui est pliée sous le bras du serveur. Vous savez, souvent les serveurs... Oui. Hop, il renifle la serviette et le serveur dit « Donnez-moi plutôt un peu du cassoulet qui a été préparé pour le personnel. » Alors là, il n'en revient pas, le serveur, il va lui servir effectivement le cassoulet qui avait été préparé pour le personnel. Le lendemain, le même client arrive, le serveur lui propose la carte, le client refuse toujours la carte, il renifle la serviette du serveur, il dit « Donnez-moi plutôt le petit plat de moule que vous êtes préparé là dans l'arrière-cuisine. » D'accord, monsieur, hop, tiens le petit plat de moule. Ce soir-là, le serveur prend avec lui sa fameuse serviette parce qu'il comprend pas. Et puis, il rentre chez lui, il couche avec son épouse et il s'essuie avec la serviette pour voir la réaction du type le lendemain. Bien. Le lendemain Bon arrive. appétit à tous. Le lendemain arrive le fameux client, il refuse la carte, il saisit de la serviette, il la sent et il dit au serveur tiens, t'es le mari de Nicole. Elle vous plaît pas? Non. Non, pas vous, Yann Moix? Si, je suis mort de rire. Est-ce que sinon, en plus court, je recommande chaudement à monsieur la langue de bœuf. Et la femme, elle dit ah non, quand je pense que ça sort de la bouche d'un animal, donnez-moi plutôt un œuf. Tarzan est dans la jungle, il se balade de liane en liane, mais il tombe sur une liane poreuse qui se casse. Tarzan fait donc une chute de 50 mètres de haut. Il tombe des branches, résultat, il a un œil crevé, un bras arraché et finit sur un rocher qui lui, paf, arrache le sexe. Il entend les tam-tams au loin, il rampe jusqu'au village, le sorcier vient le voir et lui dit « T'inquiète pas, Tarzan, je vais te remettre sur pied, je vais te greffer un œil de faucon, un bras de gorille et une trompe d'éléphanteau. » Il parle comme Johnny le sorcier. Hein. Oui, il parle comme ça. Sorcier. Et effectivement, on lui greffe un œil de faucon, on lui greffe un bras de gorille dans le village et une trompe d'éléphanteau. Et Tarzan repart dans la jungle. Tu vas voir, ça va aller maintenant. Et tu reviens me voir d'ici quelques semaines pour me dire comment ça se passe. Au bout de quelques jours, Tarzan revient effectivement super content au village. Il dit « Sorcier, ton œil de faucon est superbe. Je vois le danger de loin, même la nuit. Grâce à toi, c'est extraordinaire. Le bras de gorille, magnifique. Ma force est décuplée. Je prends les lianes d'une main, les crocos de l'autre. Je les fais voler au-dessus de ma tête. C'est vraiment parfait. En revanche, j'ai un problème avec la trompe d'éléphanteau. Dès que je m'arrête de pisser dans la jungle, elle broute l'herbe et elle me fout tout dans le cul. Un instituteur demande à ses élèves, quelle serait pour vous une belle mort? La petite fille dit, c'est mourir comme mon grand-père. Le maître, il dit, bah bon, mais il est mort comment, ton grand-père? Bah, il s'est endormi. Ah, bah, c'est bien ça, alors. Et alors, quelle serait, selon vous, la mort la plus atroce? Et la petite fille répond, ce serait mourir comme les copains de mon grand-père. Alors là, il a, bon, mais ils sont morts comment, les copains de ton grand-père? Bah, ils étaient dans la voiture quand mon grand-père s'est endormi. Deux mecs bourrés, ah, celle-là est pas mal, envoyée par Michel. C'est deux mecs qui sont bourrés, qui marchent sur une ligne de chemin de fer. Il y en a un qui dit à l'autre, dis donc, j'ai jamais vu un escalier aussi long et une rampe aussi basse. Parce qu'il marche sur une ligne de chemin de fer. Et il y a l'autre qui lui répond, bah, c'est pas grave, on a bientôt fini, je vois l'ascenseur qui arrive. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui partent en vacances avec leurs femmes? Non. Ils ont l'impression que ça dure plus longtemps. Quelle horreur. Elle est bonne, en tout cas. Pas mal. Ce qui est grave, c'est qu'il rentre de vacances. Et donc, il sait de quoi il parle. Il devait être avec sa femme en plus. J'ai une bonne blague envoyée par un auditeur qui dit quand même le football français est assez incroyable. Zidane, c'est un coup de boule. Thierry Henry, c'est un coup de main. Ribéry, c'est un coup de queue. En fait, il y a qu'avec les pieds qui savent rien foutre. C'est un petit vieux qui voit un gars en train de pêcher tranquillement au bord de l'eau. Alors le type qui est là au bord de l'eau en train de pêcher, peinard, sans la présence de quelqu'un derrière lui, il se retourne vers le petit vieux et il lui dit qu'est-ce qu'il y a? Le petit vieux fait alors on pêche? Bah oui, vous voyez, ça me détend un peu. Le petit vieux fait demi-tour, s'éloigne. Au bout d'un moment, le pêcheur entend à nouveau derrière lui alors on pêche? Bah oui, ça me change du stress de la vie parisienne, vous voyez, oui, je pêche. Le petit vieux fait demi-tour et s'éloigne. Une demi-heure plus tard, le gars qui pêche entend à nouveau derrière lui le même petit vieux. Alors,
On pêche? Le pêcheur craque, il lève 3 fois que vous me faites chier. Oui, je pêche et je veux être tranquille, merde. Puis il plie ses affaires de pêche, il enfourche son vélo, le pêcheur, et il attaque la grande côte qui mène jusqu'au village sur la colline où il est en vacances. Il va essayer de trouver un autre coin. Puis arrivé en haut de la côte, alors qu'il est déjà en nage sous l'effort, et ta bicyclette, il se retourne pour voir le chemin parcouru, et il aperçoit en bas de la côte le petit vieux qui est en train de lui faire des grands signes. Il se dit, merde, j'ai dû oublier un truc. Il redescend évidemment avec son vélo, il arrive en bas, et l'autre lui fait, alors, on fait du vélo? C'est une femme célibataire qui rentre dans un sex shop car elle veut acheter un sextoy pour agrémenter ses nuits solitaires. Elle dit au vendeur, bonjour, je voudrais un sextoy. Le vendeur lui répond, très bien, mais quel genre de sextoy? J'en ai de toutes les formes, de toutes les tailles et de tous les prix. Je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous me conseillez, lui dit-elle. Là, le vendeur lui dit, écoutez, j'ai un nouveau vibro extraordinaire, c'est le super vibro. Suffit de lui dire où vous voulez qu'il aille et il y va. Je vais vous montrer. Le vendeur pose le vibro sur le comptoir et dit super vibro, viens dans ma main. Et comme par magie, le vibro se déplace dans la main du vendeur. La cliente est ébahie, elle dit c'est génial, je vous le prends. Elle paye tout de suite, elle sort du magasin avec son super vibro, à peine montée dans sa voiture, elle est impatiente de l'essayer, elle s'exclame super vibro, viens dans mon minou, on va dire, allez, viens, non, parce qu'après vous allez croire qu'il y a un chat dans la voiture, viens dans mon vagin, voilà, alors, et le vibro atterrit tout droit là où il faut et lui procure un terrible orgasme. La jeune femme est tellement prise de plaisir qu'elle se met à zigzaguer sur la route parce qu'elle est en train de conduire en même temps. Elle crie, elle zigzague. Lorsqu'un gendarme, évidemment, lui fait signe de s'arrêter sur le bord de la chaussée. Gendarmerie nationale, puis-je savoir pourquoi vous faites des zigzags sur la route? C'est pas ma faute, monsieur l'agent, c'est pas ma faute, c'est à cause du super vibro. Super vibro mon cul, oui. Les deux mecs bourrés, il y en a un, il dit à l'autre, il dit, moi, il se lâche, tu vois, c'est en fin de soirée, il y en a un, il dit, moi, mon chien, il vole. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie? Et il dit, allez, tu me crois pas? Ben, tu viens à la maison, tu vas voir. J'arrive à la maison, évidemment, le mec, il habite au 8e étage, il ouvre la porte, il y a... Et l'autre, il dit, regarde, c'est mon chien, c'est Bobby, il dit, vas-y, Bobby, vole. Et l'autre, il dit, mais arrête, c'est un chien, ça vole pas, un chien. Il dit, je te dis qu'il vole. Il met un coup de pied dans le cul à Bobby, il va, Bobby, vole. Il dit, putain, Bobby, tu me fous la honte devant mon pote, vole. Il lui remet un coup de savate, l'autre, il dit, arrête, c'est un chien. Ça vole pas, t'es complètement con. Il dit, tu vois, il vole pas. Il ouvre la fenêtre, il attrape le Bobby et il le jette du 8e étage. Il dit, vas-y, Bobby, vole. Évidemment, Bobby, il s'écrase comme une merde en bas. Et l'autre, il dit, tu vois, je t'avais dit, c'est un chien, ça vole pas, un chien. L'autre, il dit, non, c'est pas qu'il vole pas, c'est qu'il m'obéit pas. Et après, lui dit, allez, remonte, Bobby. Il dit, tu vois, je te l'avais dit, il m'obéit pas. C'est un homme qui va chez le médecin de famille parce que son je suis obligé de raconter ce qu'on m'envoie. Hein. Bien sûr. Son testicule gauche est enflammé. Je peux rire déjà. Et comment il est ces essais, elles sont gros. Et sa belle-mère. Ah non, vraiment. À part la France, quand j'entends ça. Le mot testicule, le mot aisselle, le mot belle-mère, tout le monde rigole en disant, oh la vache. Oh, dis donc, alors qu'est-ce qu'ils osent dans cette Attendez, émission. vous ne la connaissez peut-être pas, cette histoire. Je la connais, sûrement. Elle part en couille, cette émission. Son testicule gauche est enflammé. Oui. Le médecin l'examine et lui dit que c'est une inflammation du testicule gauche, que c'est pas grave et qu'il devrait voir un urologue. Alors il lui donne le téléphone du spécialiste. Mais il y a un problème, le docteur se trompe et il lui donne en fait le numéro de son avocat au lieu de lui donner le numéro de son urologue. Oh la crise, oh la vache. Alors le malade prend un rendez-vous sans savoir qu'il prend un rendez-vous chez l'avocat.
À peine il arrive au rendez-vous et dans le cabinet de l'avocat que celui-ci lui dit en quoi puis-je vous être utile, monsieur? Le malade baisse son pantalon et lui montre son testicule en lui disant... Attendez. Vous allez voir la fin. Ben, comme vous voyez, docteur, j'ai le testicule gauche enflammé. L'avocat, évidemment, le regarde interloqué sans rien comprendre et lui dit, vous savez, moi, ma spécialité, c'est le droit. Et le malade s'énerve en lui disant, c'est vraiment la merde dans ce pays, il y a maintenant même un spécialiste pour chaque couille. Si, elle est pas si mal. Elle est pas mal. Tu connais l'histoire du point commun? Allez-y. C'est un mec, il est très timide, il va dans les surprises parties, comme on disait à l'époque et tout. Il est très timide, et il n'arrive jamais à conclure, jamais. Et alors il dit à son pote qui est mariole, il lui dit, mais comment on fait? Il dit, mais elles viennent pour ça, les filles, ici. Elles viennent pour ça, elles viennent pour se faire sauter. Alors il dit, ah bon. Il dit, mais comment on fait? Il dit, mais tu trouves un point commun, et tout de suite, ça marche. Alors il dit, ah bon. Alors la prochaine surprise partie, le samedi suivant, il arrive, il s'assoit à côté d'une fille, il dit, vous connaissez le Canada? Elle dit, non, il dit, moi non plus, on baise. C'est un garçon qui va avec son papa paysan pour la première fois à la ville dans un centre commercial. Et ils sont tous les deux abasourdis par presque tout ce qu'ils voient dans ce centre commercial. Et plus particulièrement par deux murs brillants de couleur argent qui s'ouvrent en deux et qui se referment de temps en temps. Le petit garçon dit à son papa, c'est quoi papa? Le père, n'ayant jamais vu un ascenseur de sa vie, répond, fils, j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Je sais pas ce que c'est ça. On a qu'à s'installer devant puis on va regarder ce que c'est. Alors que le petit garçon et son père regardent avec admiration ce truc qui s'ouvre, qui se referme, une vieille dame dans un fauteuil roulant avance jusqu'au mur, rentre dans l'appareil, appuie sur le bouton, disparaît, les murs s'ouvrent et là, des chiffres défilent séquentiellement sur un cadran au-dessus des murs. Les deux hommes, le petit garçon et son père, continuent de regarder jusqu'à ce que les chiffres se mettent à défiler dans l'ordre inverse. Les murs s'ouvrent à nouveau et une très belle jeune femme de 24 ans sort. Le père, ne pouvant pas lever les yeux de la jeune femme, murmure à son fils « Va chercher ta mère !» Ce sont les 7 nains qui vont au Vatican. Vous connaissez ça? Non. Alors, les 7 nains vont au Vatican et comme c'est quand même les 7 nains, évidemment, on les laisse rencontrer le pape Benoît XVI en personne. Et c'est Grincheux qui est désigné porte-parole du groupe. Grincheux, mon fils, dit le pape, que puis-je faire pour toi? Grincheux demande, excusez-moi, votre honneur, mais est-ce qu'il y a des bonnes sœurs naines à Rome? Le pape est surpris par cette question étrange, réfléchit un instant et répond « Non, Grincheux, il n'y a pas de bonne sœur naine à Rome. » À ce moment, on entend quelques nains qui ricanent doucement. Grincheux se retourne et son regard cinglant les ramène au silence. Il se tourne à nouveau vers le pape et lui dit « Alors dites-moi, votre excellence, y a-t-il des bonnes sœurs naines en Europe ?» Le pape, perplexe, réfléchit à nouveau et dit « Non, Grincheux, il n'y a pas de bonne sœur naine en Europe non plus. » Cette fois, les autres nains se mettent à rire bien fort. À nouveau, Grincheux les réduit au silence, se retourne vers le pape et dit « Monsieur le pape, y a-t-il au moins une bonne sœur naine quelque part sur Terre ?» Monsieur le pape. Monsieur le pape. Il parle comme ça, Grincheux. Il est pied noir, ça. Le pape est désarçonné par cette question et répond « Je suis désolé, mon fils, il n'existe pas une seule bonne sœur naine sur toute la Terre. » Et là, les autres nains éclatent de rire, se roulent par terre, les larmes de l'hilarité leur montent aux yeux et ils commencent à chanter « Grincheux a baisé un pingouin, Grincheux a baisé un pingouin. » C'est 3 types qui sont en tôle à la prison de la santé. Il y en a un qui dit, lui, il a pris de la cocaïne. Et il dit, les gars, on va s'échapper, on va écarter les barreaux avec la force de nos bras, on va latter un coup de latte dans la porte, on va casser la gueule à tous les gardiens et à nous la liberté. L'autre à côté, il a pris du LSD. Et il dit, mais non, c'est beaucoup plus simple. On va devenir métal liquide, on va passer sous la porte, on va devenir ensuite un papillon et on va s'envoler. Et le troisième, lui, il a pris un joint et il dit, pourquoi vous évadez? On n'est pas bien là, les gars? Raconter l'histoire de ce jeune homme qui retourne dans son village. Très bien. Après quelques années passées en ville, où il a fait quelques affaires, et il revient en volant d'une magnifique BMW décapotable.
Et il demande à ses parents, ouais, Manon, elle était à la ferme à l'époque, elle est à la boulangerie maintenant. Alors il passe au village, et il tombe sur Manon qui le félicite pour la belle voiture, et il lui dit, tu veux faire un petit tour, Manon? Ah bah moi je vais bien, dit-elle. Il lui dit, monte, on va aller au lac. Ils partent au lac, 8 ou 10 kilomètres. Arrivé sur place, il lui dit, Manon, tu me ferais pas une petite gentillesse? Elle lui dit, tu veux rire ou quoi? C'est parce que tu as une belle voiture qu'il faut que tu me demandes ça. Il lui dit, si tu veux pas, tu rentres à pied. Elle dit, ben je m'en fous, je rentre à pied. Elle claque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le lendemain matin, le jeune homme repasse devant la boulangerie. Elle est en train de regonfler un pneu de bicyclette. Il lui dit, tu veux faire un tour, Manon? Ah, Manon, elle dit, moi je veux bien. Il lui dit, tu veux qu'on aille au château? Ah ben d'accord. Elle monte dans la voiture et le château, 22 kilomètres quand même. Hein. Ils arrivent au château, ils font le tour des remparts. Elle lui dit, Manon, tu me ferais pas une petite gentillesse? Elle lui dit, écoute, arrête, je t'ai dit non hier, je t'ai dit non aujourd'hui, c'est comme ça. Il lui dit, tu rentres à pied maintenant? Elle dit, je m'en fous. Elle claque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le matin du 3e jour, quand il arrive devant le village où elle est assise en train de fumer une cigarette avec une copine, il lui dit, tu veux faire un petit tour, Manon? Manon, elle dit, ah ben moi je veux bien. Il lui dit, on va à la grotte de Loubiac? Eh ben très bien. Ils partent à la grotte de Loubiac, 88 kilomètres. Ils arrivent à la grotte, il faut un petit tour. Il lui dit, Manon, tu me fais une gentillesse? Elle lui dit, écoute, je comprends pas que tu me le demandes encore. Je t'ai dit non avant-hier, je t'ai dit non hier, je t'ai dit non ce matin, c'est tout. Il lui dit, tu rentres à pied. Elle dit, je m'en fous. Elle claque la portière et elle part à pied. Lui, il fait demi-tour. Et quand il arrive à sa hauteur, elle lui fait un signe de la main. Il se dit, tiens, elle a dû réfléchir. C'est gagné. Il s'arrête. Il lui fait, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Elle lui dit, tu sais, je pensais à un truc. Passe pas demain matin, je serai pas rentré. De retour d'Afrique du Sud, les joueurs de l'équipe de France de football ont décidé de se déguiser afin d'échapper aux supporters mécontents. C'est vrai que quand ils sont rentrés d'Afrique du Sud, c'était quand même terrible pour les footballeurs. Donc ils arrivent à l'aéroport et c'est vrai qu'il y a des tas de supporters qui les attendent. Alors Patrice Evra, qui est le capitaine, se déguise en émir du pétrole. Il est méconnaissable, on peut vraiment pas le reconnaître. Il est là dans le hall de l'aéroport. Et il est interpellé par une petite vieille toute moche. Patrice Evra! Patrice Evra! Il est pris de panique. Alors évidemment, il se réfugie aux toilettes, il change de déguisement. Il ressort habillé en cow-boy. Mais à peine il est ressorti que la petite vieille l'appelle de nouveau. Patrice Evra! Patrice Evra! Il retourne immédiatement aux toilettes et alors il se déguise en curé. Mais dès qu'il ressort des toilettes, la mamie revient vers lui. Patrice Evra! Patrice Evra! Excédé, Patrice Evra demande à la petite vieille, mais madame, comment vous faites pour me reconnaître? Et la petite vieille, toute moche, lui répond, mais t'es con ou quoi? C'est moi, Ribéry. Je suis allé au bureau de la Caisse régionale d'assurance vieillesse pour déposer mon dossier de retraite. Une employée derrière le guichet m'a demandé une pièce d'identité pour attester de mon état civil et vérifier mon âge. J'ai cherché dans mes poches et j'ai réalisé que j'avais laissé mon portefeuille à la maison. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que j'allais devoir revenir plus tard. Alors la femme derrière le guichet m'a dit « Ce n'est pas grave, ouvrez votre chemise ». Je n'ai pas compris, je l'ai ouverte, laissant apparaître mon torse couvert de poils gris frisés. Elle a dit « Voilà, ça me suffit, le poil gris est une preuve suffisante pour moi. Cela atteste de votre droit à la retraite ». En arrivant tout excité à la maison, j'ai raconté l'incident à mon épouse qui m'a dit « T'aurais dû baisser ton pantalon, t'aurais obtenu une pension d'invalidité ». Pierre Bénichou, Titoff et Joujou se promènent dans la rue quand tout à coup, une femme plantureuse crie par sa fenêtre « De l'amour, je veux de l'amour !» Aussitôt, les trois complices se regardent, se demandant que faire, jusqu'à ce que Joujou monte rejoindre la dame. Il redescend quelques minutes après, le petit Jérémy, en âge, dit « C'était terrible, elle a pris 2 fois du plaisir et elle a tracé 2 bâtons de craie sur un tableau. » Ça arrive souvent. Ouais. Sur ce, la femme réapparaît à la fenêtre et crie « De l'amour, je veux de l'amour !» Aussitôt, Titoff, c'est là une sévère, un plaisir promis. Il sort. Il sort une demi-heure plus tard de la chambre, très fier de lui, et il dit, eh ben moi, putain, j'ai eu le droit à 5 bâtons de crème. La dame réapparaît en hurlant, de l'amour, je veux de l'amour. Titoff et Joujou déclarent forfait et se retournent vers Pierre Bénichou, passablement excité par le récit de ses collègues. Pierre monte rejoindre la dame. Et là, Joujou et Titoff entendent des cris, des hurlements, jusqu'à ce que la femme réapparaisse à la fenêtre et crie « De la craie, je veux de la craie !» Bravo, Pierre. Oui, c'est vrai.
On ne prête qu'aux riches, mais enfin, tout de même, à ce point. Bah, plaignez-vous pour une fois quand même, justement, qu'on vous valorise dans une blague. Oui, je vois. Enfin, 2 fois, c'est pas mal aussi. Hein. C'est valorisant de pas te passer de derrière ces 2 mecs, tu penses? Le mec, il croise un pote, il dit, écoute, je reviens de Bretagne, il dit, tu peux pas savoir, là-bas, les putes, elles font des pipes bretonnes. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, si, il y a 3 tarifs. Il y a 200 €, 300 € et 500 €. Il dit, à 200 €, elle te fait quoi? Tu dis, tu peux pas savoir. Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre. Tu vois, chaude. Elle tourne la crêpe. Le sucre, il te chatouille la bite et tout. Et elle la mange en même temps. Bon. Et il dit à 300 €, il dit à 300 €, elle rajoute du Nutella et de la confiture de framboise chaude. Avec le bout de la langue, elle va chercher derrière le gland la confiture, et tout en la mangeant. Extraordinaire, génial. Vous êtes sur France Culture. Hein. Et il dit, celle à 500. Oh, il dit, celle à 500, je l'ai pas fait. Quand je l'ai vu arriver avec le grand marnier et le briquet, je me suis barré. Cendrillon est là après une vie heureuse qu'elle a eue avec son prince charmant, mais qui est depuis quelques années déjà décédé, hein, forcément. Elle a 75 ans. Elle passe ses journées, la vieille Cendrillon, sur son perron dans une chaise en bois à observer le monde avec son vieux chat Bob sur ses genoux. Elle est assez heureuse. Puis par un bel après Cendrillon, elle a un chat qui s'appelle Bob. Il s'appelle Bob. Ouais, c'est connu, ça. Bon. Puis c'est un bel après-midi. Dans un nuage, soudain apparaît la marraine de Cendrillon, la bonne fée qui était parvenue depuis... Qui s'appelle Jennifer. Chère marraine, après toutes ces années, que fais-tu ici, dit Cendrillon. Cendrillon, la vieille marraine. depuis la dernière fois que je t'ai vu, tu as vécu une vie exemplaire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi, un souhait que je pourrais exaucer? Cendrillon est surprise, mais après tout, rouge de confusion, elle réfléchit un peu, elle murmure « Je veux que mon chat, Bob, se transforme en un beau et viril jeune homme. » Comme par magie, Bob est transformé en un magnifique mâle, si beau que même les oiseaux ne peuvent s'empêcher d'arrêter de voler et de tomber à ses pieds. Ça c'est joli. La bonne fée dit « Félicitations, Cendrillon, amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. » Et en un éclair, En fait, la marraine s'en va. Il n'y a pas de chute. Pendant quelques... Si. Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. Et en un éclair, donc elle s'en va. Pendant quelques instants magiques, le chat Bob et Cendrillon se regardent tendrement. Cendrillon est comme hypnotisé par le plus bel homme qu'elle a jamais vu, qui n'est plus un chat, qui est devenu un homme magnifique, vous l'avez bien compris. Puis Bob s'avance langoureusement vers elle, la prend dans ses bras musclés, commence à lui embrasser l'oreille dans un souffle chaud, et soudain il lui murmure « Là, je pense que tu regrettes de m'avoir fait opérer, non ?» Ma très chère épouse, c'est une blague envoyée par Michel. C'est un agent immobilier qui envoie ce fax à sa femme. Il lui envoie un fax ou un mail d'ailleurs, peut-être modernisé un peu l'histoire. À mon avis, ça date. Télégramme. Voilà, on va dire un mail. C'est un agent immobilier qui envoie un mail à son épouse. Ma très chère épouse, tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, j'ai certains besoins que toi, tu ne peux plus satisfaire. Je suis très heureux avec toi, je te considère comme une merveilleuse femme, et sincèrement, j'espère que tu ne le prendras pas mal quand tu sauras, en recevant ce mail, que je serai pendant ce temps à l'hôtel Comfort Inn avec Vanessa, ma secrétaire, qui a 18 ans. Mais ne t'inquiète pas, je serai à la maison ce soir avant minuit comme tous les soirs. Quand le mail arrive à la maison, ah bah non, c'est mieux si c'est un fax. Ah merde. Tu vois, vous voulez faire moderne. Quand le type arrive à la maison le soir, il trouve un papier sur la table de la salle à manger et il lit le papier que lui a laissé son épouse. Cher Marie, j'ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te remercier pour ta prévenance. Je profite de l'opportunité que tu m'offres pour te rappeler que toi aussi, tu as 54 ans. Donc, je t'informe que lorsque tu liras ce message, je serai à l'hôtel Fiesta avec Michel, mon instructeur de tennis, qui, comme ta secrétaire, a lui aussi 18 ans. Comme en plus d'être devenu homme d'affaires reconnu, tu as une licence de mathématiques, tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance, mais avec une légère différence.
18 rentre plus de fois dans 54 que 54 dans 18. En conséquence, ne m'attends pas avant demain. C'est un type qui décide de voir un psychanalyste parce qu'il a un problème véritable, pas de sommeil, mais un problème de rêve. Il prend rendez-vous chez Gérard Miller, qui l'obtient assez vite, et lui explique son rêve. Il lui explique qu'il s'endort tôt, il dort bien, mais pendant son rêve, il se fatigue. Et son rêve, c'est tous les soirs, volant d'un 35 tonnes direction Marseille, bourré de fruits et légumes. Et il dit à Miller, je dors bien, mais quand je me réveille, je suis crevé. Miller lui dit, je connais ça, je vais te donner une boîte de 30 pilules pour le mois. Quand tu t'endors le soir, tu penses bien à moi en fermant les yeux et tu ne seras pas déçu. Et en effet, dès le premier soir, le type prend sa pilule, il s'endort en pensant à Gérard. À peine est-il endormi que son rêve commence. Il est au volant du 35 tonnes. Par contre, sur le bord de la route, il voit Miller qui lui fait un petit signe de la main. Il s'arrête. Miller lui dit, tu vois, tu as bien fait de me faire confiance. Tu vas pouvoir monter dans le camion. Je vais monter à côté de toi. Je vais conduire et toi, tu te mettras dans la cabine derrière pour dormir. Bonne idée. Et en effet, toutes les nuits, pendant un mois, Miller prend la place du chauffeur. Magnifique. Il est sauvé jusqu'à ce qu'un copain qui lui raconte qu'il a des problèmes de sommeil lui dise, t'as qu'à aller voir Gérard, c'est un génie. Il m'a sauvé. En effet, le type prend rendez-vous et il lui explique pareil. Il dort bien, mais il a un rêve qui le fatigue. Il se retrouve dans une soirée avec une dizaine de nanas autour de lui qui le harcèlent et qui lui demandent de les satisfaire toutes. Et il explique à Miller qu'il peut pas toutes les nuits faire ça. Et Miller lui dit, si tu me fais confiance, tu prends ces petites pilules quand tu t'endors, tu penses à moi et tu ne le regretteras pas. Alors le soir du premier jour, le type prend la pilule et en effet, il se retrouve dans son rêve avec ces nanas superbes dans cette magnifique soirée, jusqu'à ce qu'un individu lui tape sur l'épaule, il se retourne, c'est Gérard Miller, et Miller lui dit, écoute, moi je vais m'occuper des filles, et puis toi tu peux aller te reposer. Alors quand il raconte ça à son copain le lendemain, qui lui dit, comment ça s'est passé, tu t'es endormi tranquillement, il lui dit, non seulement je me suis endormi tranquillement, mais je me suis pas reposé. Mais il lui dit, pourquoi? Parce que ce salaud de Miller, pendant qu'il s'envoyait les gonzesses, il m'a collé au volant d'un 35 tonnes et il y avait un abruti qui dormait dans la cabine. Ah si, elle est bien. C'est pas mal. Un instituteur en classe de CP s'adresse à ses élèves. Alors, Laurent, qu'est-ce que tu as fait toi pendant la récréation? Oh bah je me suis amusé dans le bac à sable. Très bien Laurent, si tu réussis à écrire au tableau le mot sable, sans faute, je te mets 20 en orthographe. Le petit Laurent passe au tableau, il écrit le mot sable, 20 sur 20 en orthographe. Bravo, félicitations Laurent. L'institut se tourne vers un autre élève, Jérémy. Et toi Jérémy, qu'est-ce que tu as fait pendant la récréation? Bah, je me suis amusé dans le bac à sable avec Laurent, monsieur. Très bien mon petit Jérémy, si tu réussis à écrire au tableau le mot bac, sans faute, je te mets 20 sur 20 en orthographe. Le petit Jérémy passe au tableau. Excellent Jérémy, 20 sur 20. Bravo, tu as écrit le mot bac sans faire de faute. L'instituteur se retourne et dit, et toi Mohamed, qu'est-ce que tu as fait à la récréation? Alors moi monsieur, écoutez, j'ai voulu m'amuser dans le bac à sable avec Jérémy et avec Laurent, mais ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit de me casser, sinon ils me pétaient la gueule. Mais c'est ignoble. C'est la manifestation d'une discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale pourrait être mise en cause. Et en plus, dans ma classe en plus. Écoute Mohamed, si tu réussis à écrire au tableau discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale pourrait être remise en cause, je te mets aussi un 20. Un psychiatre pose des questions à 3 fous différents. Il demande au premier fou combien font 7 x 5. Le fou répond 1000. Bien, fait le psychiatre. Le psychiatre note la réponse dans son carnet. Il demande au deuxième fou combien font 7 x 5. Jeudi, répond le fou. Le psychiatre note... C'est inquiétant, tu fais super bien. Le psychiatre note la réponse dans son carnet. Il demande au troisième fou combien font 7 x 5. 35, dit le troisième fou. Le psychiatre fait bien, c'est génial. Comment vous avez trouvé? Le fou dit c'est simple, j'ai divisé 1000 par jeudi. Après 35 ans de mariage, voilà un couple qui est là ensemble, ils se regardent et puis le mari dit après 35 ans de mariage, je regarde ma femme et je lui dis chérie, il y a 35 ans, on avait un petit appartement, une vieille voiture. On dormait sur le canapé en regardant une télé en noir et blanc de 41 cm. Mais je dormais avec une jeune blonde de 25 ans. Maintenant, on a une maison à 500 000 euros, une Mercedes à 50 000 euros, un lit à eau, une télé couleur à écran plat de 130 cm et je dors avec une vieille de 60 ans. La femme, qui est très vive d'esprit, répond « T'as juste à te trouver une jeune blonde de 25 ans
Et mon avocat fera en sorte que tu te retrouves dans un petit appartement avec une vieille voiture et que tu dormes sur un canapé en regardant ta télé noir et blanc de 41 cm. Un papy qui rend visite à son petit-fils Romuald à Paris. Et il le surprend, son petit-fils, comme son habitude, les yeux rivés sur son ordinateur. C'est maintenant ce que font les jeunes tout le temps à la maison, en train de jouer à un jeu vidéo. Mais enfin, Romuald, t'es encore fichu devant ton ordinateur. Faut sortir, bon Dieu, enfin, merde. À ton âge, moi, j'allais à Paris, je sais pas, au Moulin Rouge, je buvais toute la nuit, je baisais les danseuses, je pissais sur le barman, je partais sans payer. Voilà ce que c'est qu'une vraie vie d'homme, quoi. On reste pas comme ça sur son ordinateur. Une semaine plus tard, le papy retourne voir son petit-fils et il le trouve cette fois dans son lit, mais alors dans un piteux état, couvert de bleu avec un bras dans le plâtre. Bah enfin mon petit Romuald, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah j'ai fait comme tu m'as dit, papy, je suis allé au Moulin Rouge, j'ai bu comme un trou, j'ai peloté les danseuses, j'ai pissé sur le barman, sauf que les videurs ont pas vraiment apprécié, ils m'ont cassé la gueule. Mais t'étais avec qui, Romuald? Bah avec une bande de potes. Pourquoi toi tu y allais avec qui, toi? Avec les nazis. Charlotte, vous avez une histoire à nous raconter, il paraît. Une histoire trop mignonne, mais elle est très con. Hein. Ah oui? Celle des œufs dans le frigidaire, vous la connaissez? Non. Non? Il y a 6 œufs qui sont dans le frigidaire, alignés. Puis il y a le 6e, il se penche, puis il regarde le premier œuf, et puis il dit au 5e, putain, regarde la tronche du premier œuf. Oh, qu'est-ce qu'il est moche, dis donc. Il a une tête de cul. Comment il supporte d'être comme ça, le pauvre vieux? Alors, il y a l'œuf numéro 5 qui tape sur le cou de l'œuf numéro 4 qui lui dit, putain, regarde l'œuf numéro 1. Il a une trombine, le pauvre vieux. Oh, il est affreux. Puis ça suit comme ça. Puis au finish, il y a l'œuf numéro 3 qui tape sur l'œuf numéro 2 et qui dit « Regarde discrètement la tronche de l'œuf numéro 1. Putain, il a une gueule de cul. Tu peux même pas imaginer. » À ce moment-là, discrètement, il y a l'œuf numéro 2 qui se retourne pour regarder la tronche du numéro 1 et qui se retourne vers le numéro 3 qui lui dit « Mais t'es con ou quoi? C'est un kiwi. » Ah oui, elle est jolie. Ah non, elle est bien. Elle est délicieuse. Elle est jolie. Enfin, un peu vulgaire. C'est un peu trop cul pour nous, là. Hein. Moi, j'ai une histoire bucolique. C'est une histoire d'une promenade. Il y a 3 steaks hachés qui se promènent dans la montagne, comme ça, ils font une petite excursion. Et alors, Tu la connais? Tout le monde la connaît. C'est quand même passé là, laquelle on pense. Non. J'espère que c'est une nouvelle, hein. Non, bon, alors mais taisez-vous. Et puis alors, ils sont là, ils se promènent, ils se gambadent, ils sont contents. Tout d'un coup, il y a un des steaks cachés, il voit pas, il manque un. Alors il dit à l'autre, mais où il est le troisième steak caché? Alors il dit, non. alors il est là, il voit plus personne, alors il pleure. Et il dit, pourquoi ils m'ont laissé? Et il y a les 2 autres qui arrivent, il dit, mais pourquoi moi il fait ça? Et c'est ce qu'ils disent les 2 autres. Oui, je sais ce qu'il dit. Ça, on sait ce qu'ils disent. Oui, là, on sait. Caché. Ah ouais. Mais enfin, Pierre. Et franchement, Pierre, ça fait 10 ans qu'on la raconte, cette Eh ben, histoire. on me l'a raconté cet été, j'ai dit je vais la raconter, ils la connaîtront sûrement. Tu sais pourquoi elles ont un neurone, les majorettes? Non. Pour pas chier partout comme des poules. Ça vous fait rire, mademoiselle Motro? Oui. C'est bien la première fois qu'on arrive à faire rire Isabelle avec une blague. Vous regardez, il est vert de jalousie, Bénichou. Ouais. Non, bravo. Moi, comme on m'a dit que c'était une intellectuelle, j'arrête pas de lui faire des plaisanteries très chic. Il me dit c'est pour pas qu'elle chie partout et l'autre. C'est une petite fille de 6 ans qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. À côté se trouve un terrain vague où des ouvriers construisent une autre maison. La petite fille commence à aller voir de plus près ce qui se passe sur ce chantier. Et après quelques jours, elle devient, comme ça, naturellement, la mascotte du projet et la mascotte de ce chantier. Le chef de chantier lui donne même des petites tâches à accomplir afin qu'elle participe. À la fin de la première semaine, le chef de chantier lui tend une enveloppe de paye pour la remercier. L'enveloppe contient la somme évidemment symbolique de 5 €.
€. Toute contente, la petite fille rentre chez elle et raconte son histoire à sa maman. La mère est amusée et dit à sa fille que le temps est venu d'ouvrir un compte à la banque pour y déposer ce premier salaire. À la banque, la caissière, elle aussi, est tout éblouie par cette jolie histoire que la fillette raconte de sa voix fluette. J'ai travaillé dans la construction à côté de chez nous. On construit une maison. Ah, il fait bien la petite fille. Là. Non, mais c'est entraîné. Là. Elle a la voix de la Schtroumpfette, alors, la petite fille. Et la vieille dame, qu'est-ce qu'elle dit? Mais non, ma petite fille. Vas-y, là. D'ailleurs, tous les employés, tous les clients de la banque écoutent la petite fille en souriant. La caissière demande alors à la fillette si elle pense retourner travailler au chantier la semaine prochaine. Faut voir, répond l'enfant. Faut voir, parce que d'abord, je voudrais manger des carottes. Alors, voir quoi? Répondent en chœur plusieurs clients et plusieurs employés de la banque. Et la fillette répond, bah, faut voir si ces enculés de chez Big Mac se décident à nous livrer ce putain de placo de merde. J'ai Jérôme qui m'envoie l'histoire d'un couple de motards belges passionnés de moto. Alors ils ont une vie forcément trépidante, voilà. Et puis évidemment, au bout des quelques années de couple, de mariage, même si au début ils étaient tous les deux en moto, ils commencent à se lasser. Forcément, c'est plus comme au premier jour entre eux, hein, ça va de soi. Puis un jour, le gars se rend dans un magasin d'accessoires de moto, puis il trouve une magnifique paire de bottes, des bottes alors dont il a toujours rêvé, bottes en cuir, pointues, on dirait des Santiago, mais c'est pas vraiment des Santiago. Elles résistent à l'eau, tout, enfin, vraiment les bottes parfaites de motard. Alors il est tout fier de rentrer chez lui avec ses bottes. Alors le soir, il rentre, il est tout content. Puis il est pressé de montrer sa belle paire de bottes à sa femme. Il marche dans le salon. Sa femme regarde pas. Ça fait trop d'années qu'ils vivent ensemble. Elle voit même pas les bottes. Elle regarde la télé. Alors lui, il marche dans le salon en faisant du bruit avec tes bottes. Et tout. Elle voit toujours rien. Ça, nom de Dieu, 300 € la paire de bottes quand même. Puis elle voit toujours pas. Ça est dur quand même. J'attendais l'accent quand même. On entendait depuis le début, mais c'est arrivé. Alors il monte dans la salle de bain, il se fout complètement à poil, mais il remet les bottes. Et il redescend tout content à poil avec les bottes dans le salon. Là, il tourne dans le salon avec ses bottes. Sa femme le regarde toujours pas. Alors il lui dit quand même, bah alors, tu vois rien là? Elle le regarde d'un air distrait et répond, bah si, je vois qu'elle pend. Elle a toujours pendu et elle pendra toujours. Alors ça, c'est quand même, c'est assez curieux. Hein. Ouais, ça, c'est dommage. Hein. C'est tellement surjoué. Non, c'est très La fin. blague, elle dure 3 heures. Elle a l'air bien. Et voilà, c'est la fin de cette émission. La suite de la blague dans demain. Voilà, soyez présents. Ça pense. Non, arrêtez, il n'aime pas qu'on le coupe quand il refait Giscard. Arrêtez. Ça, évidemment, qu'elle pend, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle regarde mes bottes. Et là, qu'est-ce qu'elle répond, la femme belge? Bah, t'aurais mieux fait d'acheter un casque. J'en ai une qui va un peu plus plaire à Christine Bravo. C'est une automobiliste qui circule sur une route de campagne et elle se fait flasher par un radar planqué derrière un dodane. Elle est contrainte de s'arrêter pour répondre évidemment de son infraction et le flic commence à questionner cette automobiliste. Nom, prénom, permis de conduire, profession. Et là, à profession, la conductrice répond « Je suis dans le médical, je suis élargisseuse d'anus ». Voilà, c'est ça qui va me plaire. Le policier est quand même très surpris. Il dit mais en quoi ça consiste ce métier? Il dit bah écoutez, je prends un anus, j'y introduis un doigt, puis 2 doigts, puis ensuite toute la main, puis les 2 mains, puis le bras. Parfois je pose des étais et il m'arrive aussi d'utiliser des forceps ou de m'aider de mes pieds et je m'arrête quand j'obtiens un beau trou du cul de 1,80 m. Et là le flic regarde dans le vide comme s'il essayait de se représenter la scène incroyable. Il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un trou du cul d'1,80 m? Bah en général on lui donne un radar et on lui dit d'aller le planquer derrière un dodane. Marseillais, un breton et un ch'ti qui découvrent un génie. Vous savez, dans une lampe à pétrole, il y a toujours un génie qui quand sort. on frotte la lampe. Le génie leur dit « Jetez n'importe quoi dans l'océan et si je le retrouve, vous mourrez. Autrement, je ferai tout ce que vous désirerez. » Bon, alors le Marseillais jette un cure-dent en se disant « Le génie va jamais retrouver le cure-dent. » Paf, le génie retrouve le cure-dent et évidemment le Marseillais meurt. Oh non. Le breton jette un clou. Le génie retrouve le clou. Le breton meurt. Le ch'ti jette quelque chose. Le génie cherche. Et à bout de force, il demande « Mais qu'est-ce que t'as jeté, toi, le ch'ti ?» Et le ch'ti dit « Eh, Bilou, tu peux toujours chercher ?» Et j'ai jeté un efferalgan.
Bon, j'ai une histoire pour Caroline Diamant. C'est un camionneur qui s'arrête à un feu rouge. Et là, Caroline le rattrape, le camionneur. Et là, Caroline sort de sa voiture en courant vers le camion et frappe sur la porte du camion. Le camionneur descend sa vitre et là, Caroline lui dit « Monsieur, bonjour, mon nom est Caroline Diamant et je vais vous dire que vous êtes en train de perdre votre cargaison. » Le camionneur l'ignore et continue sur la rue. Quand le camion s'arrête à un autre feu rouge, 100 mètres plus loin, Caroline le rattrape encore une fois. Elle descend en courant de son automobile, elle court au camion, elle frappe sur la porte, le camionneur redescend une fois encore sa vitre, et là Caroline lui dit, comme si elle lui avait jamais parlé, « Bonjour, je suis Caroline Diamant, et je vais vous dire que vous perdez votre cargaison. » Le camionneur secoue la tête, il ignore encore une fois Caroline, et il continue sa route. Quand le feu passe au vert, il embraye, il poursuit son chemin, et là il s'arrête d'un seul coup. Il se dépêche, il sort de son camion, il court jusqu'à l'automobile de Caroline Diamant, il frappe à la vitre de Caroline, Caroline baisse sa vitre, elle descend sa vitre, et là, lui, le camionneur, il lui dit exaspéré, « Bonjour, je suis Dédé, c'est l'hiver, il neige et je conduis un camion de la DDE. » Je comprends pas, j'ai pas compris. Il est en train de saler la route. Il est en train de saler la route. Voilà. C'est bien ce que je disais, c'est tout à fait une histoire pour Caroline et Christine. Caroline et Pierre sont dans un train entre Paris et Rome. Ils sont dans la même cabine de wagon-lit. Bon, ils sont un peu gênés d'avoir à partager autant d'intimité. Comme ils sont fatigués, ils s'endorment très vite. Pierre est sur la couchette du haut, Caroline est sur la couchette du bas. Mais vers 1h du matin, Pierre Bénichou se penche au-dessus de la couchette du bas et il réveille Caroline. Caroline, excuse-moi de te déranger, mais il fait terriblement froid. T'aurais pas la gentillesse de me donner la couverture qui se trouve dans le casier ? J'ai une bien meilleure idée, dit Caroline. Faisons semblant que nous sommes tous les deux mariés, juste pour une nuit. Ça te va ? Quelle idée intéressante et excitante, dit Pierre. Je suis tout à fait d'accord. Bon, bah alors va la chercher toi-même, ta couverture, et fais pas chier. J'ai une blague qui concerne encore Caroline et son mari. Ils sont en train tous les deux d'installer un nouvel ordinateur et ils doivent choisir un mot de passe. Quand on installe un nouvel ordinateur, on choisit un mot de passe. Alors le mari de Caroline, un peu macho, choisit le mot de passe et il est impatient de voir les réactions de sa femme. Lorsque l'ordinateur leur demande le mot de passe, elle regarde son époux, lui il la regarde et il lui dit « tape pénis ». Alors évidemment, Caroline explose de rire, l'homme se tourne vers l'écran et découvre que l'ordinateur indique « trop court ». Ah tiens, d'après une rumeur très sérieuse, Dominique Strauss-Kahn serait embauché au Fonds monétaire international. En effet, on lui aurait proposé un poste de vigile. Il doit monter la garde jour et nuit. Quelle horreur! Un sondage réalisé auprès des femmes françaises pour savoir si elles souhaiteraient avoir une relation sexuelle avec Dominique Strauss-Kahn. Alors 5% ont dit oui, pourquoi pas. 10% ont répondu jamais de la vie. 85% ont répondu plus jamais. Luc, maintenant, va nous raconter une histoire. Salut Luc. Salut Laurent. Alors voilà, ça se passe au couvent et c'est l'histoire d'une bonne sœur. Une toute jeune bonne sœur, une novice, elle vient d'entrer dans les ordres, elle a à peine 18 ans. Et est venue son premier week-end hors du couvent. Toute contente de se retrouver à l'extérieur, elle appelle ses copines qui sont ravies de la revoir. Et elle lui organise une petite fête. Le soir venu, tout le monde se retrouve chez une des filles. La toute fraîche bonne sœur se laisse entraîner dans la fête et commence à boire verre sur verre jusqu'au moment où la musique se fait un peu plus calme. J'espère que c'est drôle quand même, Pascal. Non, mais c'est seulement à la fin. C'est ça qui nous rend triste. C'est bien ça le problème. La novice donc se fait offrir un verre, 2 verres, 3 verres, et puis finalement se voit proposer une petite danse lascive avec un gars qu'elle connaît à peine. On parle de bonne sœur, on est bien d'accord. Je commence à douter. Oui, non, mais tout à fait. La bonne sœur, elle est toute fraîche, elle vient de commencer. C'est bien, c'est lecture. Elle vient de commencer, quoi, l'histoire. Elle vient de commencer l'histoire. Ah, je vais y aller, moi. Non, mais c'est bien, c'est lecture, c'est un nouveau concept. Arrêtez. On se repose comme ça. Moi, je plisse un peu les yeux, je suis bien. On sera encore là demain avec vos interruptions. Moi aussi, j'ai envie de savoir ce qui arrive à la bonne sœur. Reprends du début. Ah non. Une danse lascive. Qui est gentiment bien imbibée quand même, se laisse entraîner dans une chambre par un jeune homme. Mais dans un couvent, il n'y a pas de jeune homme, normalement. Mais non, elle est allée. Laurent, parce que ça va pas du tout. Notre petite bonne sœur,
qui est au couvent depuis 2 mois. À sa Seulement première elle sortie. va déjà se faire sauter par un autre mec. Elle Ça va a, pas depuis sa, longtemps. elle a sa première sortie. Ah, d'accord. Voilà. Et alors, elle n'y résiste pas. Elle a plus trop toute sa tête non plus. Elle s'agenouille devant lui et plutôt que de lui réciter ses prières, elle lui baisse son pantalon et lui pratique une langoureuse fellation. Inflation, inflation. Le lendemain, toute honteuse et embrumée par les exagérations de la nuit, elle confie à ses copines tout ce qu'elle a fait caché dans cette chambre. Elle se dit, oula, comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir rentrer au couvent, j'ai ça sur la conscience, il faut absolument que je me libère, que j'aille au confessionnal. Et voilà que, comment va-t-elle avouer tout ça? Alors ses copines lui disent, écoute, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elle a intérêt d'être drôle, la chute. C'est bon. Arrêtez. Donc, Ça te plante un réveillon. Alors, attendez, elle va au confessionnal, très bien. Je sais ce qu'elle C'est fait. épais l'œuvre de Victor Hugo pour un moment là. Moi, je sais ce qu'elle va faire. Ah dans oui, le qu'est-ce qu'elle va confessionnal. faire? Elle va pas baisser le pantalon, elle va lever la robe du prêtre. Oui, excité Claude. oui, Claude, attendez la fin. Voilà. C'est la fin. Donc elle n'est pas encore au confessionnal. Oui, parce oui, que- oui. Fais dépêche-toi parce qu'il y a l'invité d'honneur dans les couloirs. Hein. Ça ferme à 18h, le On confessionnal. ferme après, il y a 2 mois. Hein. Alors ses copines lui disent, écoute, il n'y a pas de problème, tu as qu'à dire que tu as schtroumpfé, t'as pas besoin d'avouer ce que tu as fait vraiment, ta conscience sera libérée, ne t'inquiète pas. Elle y va, elle prend son courage à 2 mains, elle rentre au confessionnal et elle dit au père, voilà mon père, j'ai schtroumpfé. Alors le père lui dit, bon, il veut faire un peu le gars qui est jeune et qui a compris, et il lui dit, écoute, tu me fais des Ave Maria, il n'y a pas de problème, et tes péchés seront absous. Le week-end suivant, rebelote. On l'a fait courte? Ok. Ah oui. Ah oui, Ah non. faisons la courte. Ah non, mais moi, je veux les détails du week-end suivant. Hein. Mais alors, non, on raconte, on Je veux raconte tout pas. savoir. Hein. La voilà qui revient au couvent, idem, elle retourne au confessionnal. Bonjour mon père, voilà, ce week-end, j'ai encore schtroumpfé. Le père lui dit, j'aimerais quand même bien savoir un peu ce que c'est. Écoute ma fille, tu me fais 5 Ave Maria, mais tu m'avoues ce que veut dire schtroumpfer, j'ai quand même bien envie de savoir. Alors, toute honteuse, toute rouge, elle lui dit, voilà, j'ai fait des inflations toute la nuit à un gars. Le père, lui dit, vas-y, c'est bon, mais ne recommence pas. Quand elle sort du confessionnal, elle arrive dans le jardin et elle retrouve la plus vieille nonne du couvent, toute vieille, qui est sur son banc, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Elle est très vieille, elle a quoi, 85 ans dans 20 ans et quelques mois. Elle est vraiment très vieille. Et elle pleure. Et la jeune novice lui dit, mais pourquoi pleurez-vous comme ça? Alors la bonne sœur lui dit, ben voilà, j'ai fait le péché de sucrerie, je me suis envoyé un paquet de bonbons, moi toute seule, tout le week-end. Elle dit, mais il n'y a pas de problème, allez vous confesser, moi j'en ai fait l'expérience, ça libère l'esprit. Non, elle et va pas vous aller allez... encore se confesser là. Elle lui dit, évidemment, je ne peux pas aller me confesser et avouer ce péché. Mais la jeune novice lui dit, il n'y a pas de problème. Vous avez qu'à dire que vous avez schtroumpfé, ça passera comme une lettre à la poste. Voilà. Alors Non, notre vieille bonne soeur rentre dans le confessionnal et dit, voilà mon père, bonsoir, j'ai schtroumpfé ce week-end. Et le père tombe à la renverse et lui dit, quoi? Vous, à votre âge? Elle lui répond, bah quoi? J'ai encore toutes mes dents pour sucer. Un bonbon. Oui. Elle suçait un Alors, bonbon. je vais vous dire, Luc, on la connaissait, mais alors beaucoup plus courte alors. Oui. Je crois que Gérard Miller cherche un co-auteur pour son one-man show. On est dans les années 50-55, en Ariège, 2 fermes voisines. Et les 2 mamans mettent en même temps au monde un petit garçon et une petite fille il y a quelques jours d'écart. Et ces enfants vont être élevés comme des jumeaux presque. Ça veut dire que quand ils partent à l'école, ils se donnent la main, ils font leurs devoirs ensemble le soir, la veillée en même temps dans les familles. Un coup dans la ferme ici, un coup dans l'autre ferme. Et puis on grandit doucement. Et puis arrive l'âge du certificat d'études. Ils révisent ensemble. Le dimanche, ils vont chercher quelques champignons dans la forêt. Et puis, on est abonné à Mickey ou à Picsou. Et puis, on partage plein de choses ensemble. Et puis, à un moment, il faut aller travailler. Il achète une voiture. Il passe la prendre le matin. Il la ramène le soir. Ils font la gamelle ensemble le midi. Ils partent de temps en temps au cinéma dans la ville. Et puis, un soir qu'ils sont tous les deux à la veillée, ça lui prend. Il la regarde et lui dit, tu sais, on pourrait se marier. Elle le regarde avec des grands yeux et lui dit, moi je veux bien, mais avec qui? On connaît personne. Très joli. Elle est jolie.
Je voudrais quand même remercier un monsieur là qui était dans le public et qui nous a apporté des bons chocolats. On les a même pas goûtés. On va les goûter. On attendait que tu nous en offres. Ah bah c'est pour tout le monde. Non, on l'a vu. De la On a- façon. On Pardon, a compris que de la façon dont tu les as mis à gauche. Mais non, moi je mange pas de chocolat, ça veut sans dire. nous regarder. Alors c'est. Tu manges pas de chocolat? Bah non. Mais qu'est-ce qui te fait grossir comme ça? Bah, C'est le souci. vous, le stress, vous voyez. On va faire un peu de bruit, voilà. Excusez-moi, mais il y a des Je préfère que vous les testiez avant, Jean-Pierre, après peut-être j'en prends un. Il y a des blagues dans le chocolat. Vous voulez que je vous lise une blague? Il y a des blagues, allez-y. Ah oui. ouais. Un touriste à l'hôtelier. Combien les chambres? Premier étage, 1000 francs. C'est des vieilles blagues. Deuxième étage, 800 francs. Troisième étage, 600 francs. Merci, l'hôtel n'est pas assez haut pour moi. Voilà. Pas mal. Moi aussi j'ai une blague, j'en Allez-y. avais une autre Elle tout était à bien. l'heure, alors je la fais comme ça après j'aurai fini mes blagues. Ça va préparer deux, quoi. C'est une journaliste, ouais. C'est une journaliste qui va dans un village super paumé et qui interviewe un habitant et qui lui dit alors dites-moi un peu ce qui se passe dans le coin, comment ça se passe ici. Il lui dit ah bah vous savez, il y a pas longtemps il y a une chèvre qui s'est perdue dans la forêt, on l'a retrouvée, on l'a tous baisé. Alors elle dit ah bon mais vous avez pas quelque chose d'autre, enfin je veux dire un autre truc. Il dit si il y a pas longtemps il y a une femme qui s'est perdue dans la forêt, on l'a retrouvée, on l'a tous baisé. Et il dit non mais je veux dire quelque chose de grave, quelque chose qui fait de la peine. Il dit ah bah moi il y a pas longtemps je me suis perdu dans la forêt. Ouais, mignonne. Hein, elle est gentille. Quoi. Jean-Pierre, ça vous rappelle Ah Jean-Pierre, vous n'êtes pas obligé de manger des chocolats. On bouffe du chocolat, tu nous poses pas de questions. Vous connaissez la différence entre un clitoris et une tarte aux pommes? Oh, écoutez, oui. Vous voulez que je vous dise oui? Voilà. Elle est nulle, hein. C'est quoi la différence? Bah, tu peux bouffer la tarte aux pommes de ta grand-mère. C'est un jeune chocolatier qui s'appelle Romain Sorel qui nous a envoyé ces chocolats en tête du concours des talents comtois. Voilà. Premier au concours régional du meilleur apprenti de France. Merci monsieur, c'est dans le Doubs. Ils viennent de Besançon ces chocolats. Oh, il y en a une bonne là. Ben moi j'en ai pas, pourquoi? C'est que les drôles qui ont des blagues. Heureusement que votre chocolat est bon, parce que sinon je ferais la gueule, moi j'ai pas d'histoire. Allez-y, c'est quoi votre histoire? Lily et Claire sont deux jumelles. Leur maman les a confiées à une dame pour les surveiller. La dame. T'as des morceaux au fond là. Mais comment vais-je faire pour les distinguer? C'est à qui, la dame? Et alors, la maman lui dit, ce n'est pas compliqué, vous voyez, celle qui est à côté de Lily, eh bien, c'est Claire. Eh bien, ça va de blague. Hein. heureusement que les chocolats sont très bons. Non, moi je trouve qu'on a des beaux succès là. Non, il a des bien. Didi demande à sa mère. C'est vrai, maman, que les anges ont des ailes? Mais oui, chérie. Alors ils peuvent s'envoler? Bien sûr. Eh bien, j'ai entendu ce matin que papa disait mon ange a la bonne. Est-ce qu'elle va s'envoler aussi? Et comment? Pas plus tard que tout de suite. Ah, il y en a une autre, là, il y en a une autre dans le chocolat. Europe 1, la radio des blagues. J'ai pris une autre là. Alors, c'est deux grosses putes. Oh, mais enfin, monsieur. Jean-Pierre, arrêtez de manger des chocolats, enfin. Comment tu crois qu'il... Je cherche une histoire, j'en ai pas, regarde. J'en suis à mon Bah oui, mais cinquième pardon. chocolat, j'ai pas d'histoire. Mais c'est normal, Jean-Pierre, parce qu'il faut pas manger le papier. Hein. Jean-Pierre, vous mangez le papier, c'est là-dedans qu'il y a le chocolat. La blague. Allez-y, Jean-Pierre, essayez, allez-y. Tintin se précipite dans le bureau de papa. Dis donc... Tintin? Oui, Tintin. T'es sûr que c'est pas Toto? Écoute, joli Tintin, je sais quand même lire Tintin. Mais t'as mis tes lunettes à l'arrière du crâne. Non, mais par contre, Jean-Pierre, il faut y pardon. croire à votre blague. Mais par contre, Je sais aussi lire par derrière. mais avec une blague comme ça, par contre, vous avez regardé la date sur les chocolats ou pas? Non, parce que vas-y, c'est curieux. Tintin se Tintin, on n'a précipite. jamais connu son papa. Bon bah c'est une blague de Tintin. Bon, alors allons-y. Tintin se précipite dans le bureau de papa. Dis donc, tu sais pas quoi? Eh ben, je me suis fabriqué un violon avec une de tes vieilles boîtes de cigarettes. Ah, dis donc. Et alors? C'est très bien, mon bonhomme. Et où as-tu pris les cordes? Dans le piano. Ah ouais. Ah ouais. Voilà, Europe 1, la radio des blagues. Mais c'est pas possible. Attendez, je La comprends blague pas. de Non, mais elle n'est merde. pas terminée, Non, mais votre c'est pas ça, blague, parce que là. la blague, là. Si, c'est la chute. Donnez-la-moi, donnez-la-moi. Je trouve que c'est vrai. Non, mais elle est mal racontée, c'est pas possible. Faut le faire avec l'accent belge, hein. Ah ouais, c'est ça. Parce que non, mais ce que personne n'a relevé, c'est que à un moment donné, Laurent a dit mais Tintin, on le connaît pas le papa de Tintin. On sent que ça l'a travaillé toute son adolescence, tu sais. comme Il est où moi, le papa de Tintin? Il a pas de maman non plus, Tintin. Oh, le Non. pauvre Il Tintin. a juste un chien et un vieux capitaine. Ah Laurent, je crois que j'en ai une avec l'accent belge. Comme ça, Allez-y, on termine allez-y. sur Ah l'accent oui, belge. voilà. Allez-y. C'est deux Belges qui marchent dans la rue.
Et là, il y en a un qui fait, ah, regarde, là, t'as marché dans la merde. Il dit, t'as marché dans la merde. Je sais pas faire l'accent. Et il lui dit, t'es sûr que c'est de la merde? Mais non, c'est de la terre. Et il dit, mais non, regarde, c'est de la merde, là. Il prend la merde sur la truc. Il dit, bah, sans, regarde. Mais non, c'est pas de la merde, c'est de la terre, ça. Il prend un petit bout comme ça, il sent, il fait, ah ouais, peut-être que, mais non, c'est de la terre. Mais non, regarde, c'est de la merde. Mais écoute, prends un bout, mange un bout. Il mange chacun un petit bout, tu vois. Et il fait, ah ouais, je crois que c'est de la merde. Eh ben, dire que t'as failli marcher dedans. C'est le mec, il dit, moi, ma femme, ça devient un peu mou, elle est plus à ce qu'elle fait, c'était juste si elle se fait pas les ongles quand je lui fais l'amour et tout. Alors, tu dis, je te donne un conseil. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le pistolet d'alarme. Je l'avais caché sous l'oreiller. Elle était bien en train de se faire chier, hein, avec moi. Toi, j'étais dessus. J'ai pris le pistolet. Bam! Tiré en l'air. Ça lui a foutu une trouille, toi. Et après, toi, là, je l'ai possédée pendant qu'elle avait peur. Et elle s'est mise à adorer ça. Elle est redevenue une bombe sexuelle. Il dit, tu devrais essayer. Je dis, bon, d'accord. Et il se retrouve une semaine plus tard, il dit alors il dit, écoute, hein, je te remercie pour ton conseil, j'ai fait comme tu m'as dit, on était en train de faire un 69 avec ma femme, elle était bien en train de se faire chier, moi aussi j'ai pris le pistolet, bam, j'ai tiré en l'air, du coup elle m'a mordu la bite, elle m'a chié sur la gueule et il y a un mec à poil qui est sorti de l'armoire en levant les mains. Est-ce que je peux tenter une histoire drôle? Allez-y. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'Indien? Distribuez-nous des biscuits avant. Alors je vais essayer de la... Le problème des histoires drôles que je connais, c'est un peu comme les histoires de l'humour. Ah mais je la connais, celle-ci, elle est Oui, c'est formidable. celle de l'Indien qui coupe. Oui, mais alors racontez-la, parce que vous l'avez raconté mieux que moi. Non, allez-y. Donc ça se passe dans le Canada, on va dire au Canada. Et il y a un trappeur qui est là et qui regarde le ciel. Si vous voulez, on va vous bruiter l'histoire, Gérard. Ouais. Donc c'est un trappeur qui est au... C'est comme ça. Ah ouais, le trappeur. C'est un trappeur de San Francisco. Vas-y, alors donc raconte. c'est le trappeur se dit est-ce qu'il va faire froid, il est en train de couper son bois, il coupe son bois pour mettre du bois de côté. Et puis il a coupé son bois et il se dit oui mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid? Et il y a un vieil indien qui est sur la montagne, donc il monte voir l'Indien et il lui dit est-ce qu'il va faire froid cet hiver? Et l'Indien dit oui, il va faire froid. Alors le trappeur redescend, il recoupe encore un peu plus de bois et il dit oui mais est-ce que j'ai assez de bois? Il remonte voir l'Indien et dit mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid? Et l'Indien dit très froid. Et il descend le Canadien, le trappeur, il recoupe encore plus de bois puisqu'il va faire très froid. Il dit mais est-ce que j'ai assez de bois? Il remonte voir l'Indien. Il est à cheval ou pas? Non, à pied. Ah merde, je fais super bien à cheval, il prend son cheval. Il remonte voir l'Indien, il lui dit mais est-ce qu'il va faire très froid ou très 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 froid? Et l'Indien lui dit très 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 froid. Alors le trappeur redescend, il coupe encore du bois. Et puis il remonte pour savoir si c'est assez. Il dit à l'Indien. Faites la façon Luc. Alors j'arrive et donc il monte voir l'Indien, il lui dit mais comment est-ce que vous savez qu'il va faire très 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 froid? Parce que les cornettes, les bonnes sœurs ont 2 cornettes. C'est quoi cette histoire, Claude? J'allais dire la chute. Ben voilà la chute. Et donc si la les chute bonnes est trop sœurs loin. ont 2 cornettes. Mais je sais pas celle-là. Alors la chute c'est... Et donc la chute c'est que l'Indien dit quand homme blanc coupait beaucoup de bois, faire très froid. Voilà, elle est bien, non elle est bien. Elle est bien. C'est 2 garçons qui jouent au foot au parc Borelli à Marseille. Au football, comme dirait Jean-Pierre Coff. Il y a 2 garçons qui jouent au foot, puis il y en a un d'eux qui est attaqué par un pitbull. Alors, heureusement, le deuxième a le réflexe d'arracher une planche de la clôture qui est toute proche et d'abattre la planche avec des clous sur le chien et lui brise la nuque. Un journaliste de la Provence passe par là, se précipite pour interviewer le garçon et commence par noter un jeune supporter de l'OM sauve son ami d'une mort sanglante. Alors là, il dit mais monsieur, je ne suis pas un supporter de l'OM. Ah bon? Mais t'es pour quelle équipe alors? Mais je suis pour le PSG. Alors le reporter barre ce qu'il a déjà écrit, il recommence son article. Un jeune voyou assassine froidement le compagnon à 4 pattes d'une honnête famille marseillaise.
C'est un petit Africain qui décide de traverser la Méditerranée à la nage pour gagner les côtes françaises. Il nage pendant des heures, pendant des jours, il nage, épuisé, il crève de faim. Vraiment, il a très faim. Et enfin, il arrive sur les côtes françaises, comme ça, et il se mêle, il crève de faim. Vraiment, il se mêle à un groupe d'enfants du club Mickey, comme ça, et le moniteur lui dit toi, t'as mangé? Il fait non, il dit c'est bon, tu peux aller nager. C'est un type totalement bourré qui se fait mettre à la porte d'un bar, à la fermeture du bar. Alors il titube jusqu'au parking, et là, il s'arrête devant la première voiture, il tacle le toit de la voiture pendant 10 secondes. Et alors c'est pas celle-là. Il se traîne difficilement jusqu'à la voiture suivante, là il tacle la voiture pendant 30 secondes, et c'est pas celle-là. Et il avance vers la troisième voiture, et là, c'est pas ça. Et là, jusqu'à la quatrième voiture, il tacle le toit de la voiture, et c'est pas celle-là. Et là, il y a le barman qui l'observe depuis un moment par la fenêtre et qui lui dit: mais comment vous faites pour reconnaître votre voiture rien qu'en touchant le toit? C'est facile, la mienne, elle a un gyrophare bleu sur le toit. C'est un type qui se fait construire une taverne juste en face d'un cimetière. Et pour faire sa pub, il place évidemment un grand panneau sous son enseigne qui dit « Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, on est bien mieux ici qu'en face ». C'est joli quand même. Oui, hein. Le curé, qui a en charge le cimetière, place alors une enseigne à l'entrée du cimetière. Et on y lit « Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, tous ceux qui sont ici viennent d'en face ». C'est joli. C'est un homme qui visite un musée d'histoire naturelle et là il regarde un squelette de dinosaure. Et là il demande évidemment à un employé du musée: est-ce que vous pouvez me dire de quelle époque date ce squelette? Alors l'employé du musée dit: mais bien sûr monsieur, ce squelette est vieux de 6 millions d'années, 5 mois et 3 jours. Ça c'est dingue, mais comment vous pouvez être si précis? Bah écoutez, c'est très simple, quand je suis arrivé ici dans ce musée pour travailler, on m'a dit que le squelette était vieux de 6 millions d'années, et moi je bosse ici depuis 5 mois et 3 jours. Ça se passe à la caisse d'allocation familiale. Il y a une femme épouse X qui est questionnée par un des fonctionnaires. « Combien d'enfants avez-vous, madame ?»« 10. Et comment s'appelle-t-il ?» Elle dit Bernard et Bernard. Bon, ils s'appellent tous Bernard, mais alors comment vous faites pour les appeler quand ils jouent dehors, par exemple? Bah, elle dit, c'est facile, je crie Bernard et ils arrivent tous. C'est pas con. Et si vous voulez qu'ils viennent pour le repas à table, bah, pareil, ils mangent tous en même temps, j'appelle Bernard, les 10 arrivent aussi, vos questions sont idiotes. D'accord, mais si vous voulez en voir un en particulier, ah, bah là, c'est plus facile, j'utilise son nom de famille. Ouais. Et ben moi j'en ai une, tu vois, alors qui est très fine. Ah, vraiment, hein. Aucune On me l'a grossièreté. dit. Et je suis sûr qu'elle va beaucoup plaire à Yann Moix. C'est Jacques Chazot qui me l'a raconté. Oh bah. Et je la trouve vraiment, tu vas voir, elle est très classe, très Chazot, formidable. ça va. C'est une vieille anglaise. Elle arrive dans un bistrot à Londres où il y a le tout Londres qui est là, tu vois, tout le monde est très très coincé. Elle arrive en hurlant, elle dit: ma journée est gâchée, gâchée, gâchée. Je devais présider, je faisais un discours pour l'enfance malheureuse mercredi 13. Je pouvais pas l'oublier, mercredi 13, j'ai complètement oublié. Ma journée est gâchée, gâchée. Et là, il y a une dame à côté de lui, elle dit: mais ma chère, ça va aller, on est mardi 12. C'est demain, mercredi 13. Et là, l'autre, elle dit: oh, j'ai oublié. Bonjour à tous, c'est l'histoire de Pierre Bénichou qui rejoint sa voiture dans un parking souterrain. Parce que Oublie-moi un peu. Pierre rejoint donc le parking souterrain pour retrouver sa voiture et il s'aperçoit que le côté droit de sa bagnole est entièrement défoncé. Heureusement, il trouve un mot glissé sous un essuie-glace. Heureux, il lit le mot et il voit écrit: j'ai percuté votre voiture. Tout le monde me regarde, pensant que je vous laisse mes coordonnées. Mais non. Moi, je trouve ça très drôle. C'est très amusant. Ça, c'est amusant quand même. Ça, c'est très mignon. amusant, C'est ouais. pas con. Un Italien raconte à ses amis, je vais vous faire l'accent italien pour qu'elle soit... Ah oui, puis vous le faites bien. Évidemment. Un Italien raconte à ses amis, hier soir... Oh, l'italien tout pourri. Irrésistible. Je serais à la place de Canteloup, je me ferais du bourron. Hein, putain. Hier soir,
Hier soir, quand même. Hier au soir. Tu sais, on dirait les Portugais qui ouvrent un resto italien. L'italien. Oh, mamma mia. Attendez, faut que je me mette dans la peau d'italien. Mamma mia, les spaghetti et les pizzas. Hier au soir, j'ai massé ma femme avec de l'huile aromatique. Et puis on a fait l'amour tellement qu'on a fait l'amour intensément qu'elle a hurlé pendant 5 minutes. 5 minutes qu'elle a hurlé. Ça, c'est l'italien. Qu'elle a hurlé. Oui, c'est une couturière. Oui, c'est ça. Le français entend ça et répond ouais, pas mal. Hier soir, moi aussi, j'ai massé ma femme avec du beurre aromatique. Après, on a fait l'amour tellement fort qu'elle a hurlé pendant 15 minutes. Pas 5, 15 minutes. Et là, il y a le Belge qui intervient à son tour. Alors là, n'est-ce pas, il faut s'ouvrir. Ah, il n'y a pas à chier, c'est ça que vous faites le mieux. Tu fais même mieux que le français. Et Denis Bourvil Fabre. et Giscard. Et Denis Fabre. Arrêtez. Non, il est... Bon, vous vous souvenez de ce qu'a fait l'Italien? Je vous répète pas. Non. Il veut peaufiner son italien. Alors, refais-nous un peu l'italien. Arrive le Belge qui dit bon, alors, n'est-ce pas, j'ai massé avec du chocolat ma femme. Ensuite, on a fait l'amour et elle a hurlé pendant 3 heures. Les deux autres sont curieux, stupéfaits. Mais comment que tu as fait pour qu'elle hurle pendant 3 heures? Et j'ai essuyé mes mains sur les rideaux. Essaye la chute en italien. C'est un type qui est dans une Rolls-Royce et il s'arrête à un feu rouge. Et à son niveau, au feu rouge, à côté, il y a une Super 5 tuning couleur fluo, pare-choc rabaissé, phare au néon, aileron autocollant The Tuning Touch sur la lunette arrière, musique à donf dans la Super 5. Je sens que je vais pas tarder à parler par la fenêtre. Non. Le mec de la Super 5 baisse sa vitre et il fait signe au chauffeur de la Rolls-Royce qui fait de même. Dites-moi, dans votre Rolls, là, vous avez un GPS? Oui. Moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez la télé? Oui. Ah ben moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez un frigo? Non, j'ai pas de frigo dans ma Rolls. Moi, dans ma Super 5, j'en ai un. Et le conducteur de la Super 5 démarre à fond sur cette bonne parole. Le conducteur de la Rolls est très énervé. Il se rend alors chez le concessionnaire aussitôt et lui demande d'installer un frigo, même mieux un congélateur dans sa Rolls-Royce. Une fois le frigo et le congélateur installés, il se met en tête de retrouver le conducteur de la Super 5 dans tout Paris. Et évidemment, est à ce point transformé cette Super 5 qui retrouve la Super 5. Et après plusieurs jours de recherche, là, il se retrouve à côté de la voiture, dans une petite rue, il s'approche. Il voit que les vitres sont pleines de buée, les vitres de la Super 5. Donc, son propriétaire est là, à l'intérieur. Il frappe à la vitre. L'autre, dans sa voiture, nettoie un peu la buée avec sa main. Et il voit le conducteur de la Rolls-Royce lui faire signe de baisser la vitre. Enfoiré. C'est pour te dire que dans ma Rolls-Royce, maintenant, moi aussi, j'ai un frigo. Et pas seulement un frigo, un congélateur en plus. Putain, c'est juste pour me dire ça que tu me déranges dans mon jacuzzi. C'est bien, c'est qu'elle est courte. Ah, j'ai un Belge qui m'envoie quelques histoires. Un Français qui va pisser, il se lave les mains avant ou après? Après. On espère. Pendant. Je la connaissais avec un Belge. Elle est pas mal. Comment on appelle quelqu'un qui parle 3 langues? Un trilingue. Comment on appelle quelqu'un qui parle 2 langues? Un bilingue. Comment on appelle quelqu'un qui ne parle qu'une langue? Un français. Ça, c'est pas faux. Après avoir créé la France, Dieu trouva que c'était le plus beau pays du monde. Ça allait faire des jaloux. Alors, pour rétablir l'équilibre, il a créé les Français. Ah ils sont sympas, les Belges. Dis donc, ils ont mis combien? 100 ans à se rebeller? Ah, on a intérêt quand même à faire attention. C'est 4 dames qui parlent de leur progéniture, de leur enfance. 4 jeunes mamans même. Alors, la première dit « Mon fils est tellement précoce, il a su marcher à 9 mois. » La deuxième surenchérit « Le mien, il est tellement précoce qu'il avait toutes ses dents à 7 mois. » La troisième, très fière, dit « Mon petit chou, moi, il parlait, mais parfaitement à 1 an et demi. » La quatrième dit « Le mien est encore plus précoce et il est mort la semaine dernière. » Ce sont 2 vieux qui discutent. Le premier dit au deuxième « Je te parie 100 € que je peux deviner ton âge. Ok, je marche. Mais pour ça, il faut que tu baisses ton pantalon. » Celui-ci s'exécute, baisse son pantalon et son ami commence à soupeser chaque testicule, puis à les malaxer méticuleusement pendant un bon moment. Et après il dit « Ça y est, je sais, t'as 82 ans. » « Mais c'est incroyable, comment t'as fait? Tu me l'as dit hier. » J'ai échappé belle parce que Stevie, tout à l'heure dans le train, il m'a demandé mon âge.
Une histoire envoyée par un autre auditeur qui s'appelle Patrick. C'est l'histoire d'une institutrice de dernière année de maternelle. Elle est au mois de janvier, elle est là, c'est un mois un peu dur pour tout le monde, le mois de janvier. Et un des gamins demande de l'aide à l'institutrice. Il y a des institutrices dans la salle, elles savent sûrement que l'hiver c'est un peu plus compliqué que les autres mois et que les autres saisons, parce qu'il faut rhabiller les petits, évidemment, qui sont emmitouflés, évidemment, avant de sortir dans la cour de récréation. Alors il y a un des gamins qui demande de l'aide à l'instit pour mettre ses bottes, pour aller à la récré. Et en effet, les bottes sont vraiment difficiles à enfiler. Après avoir poussé, tiré, repoussé, tiré dans tous les sens, les bottes sont enfin chaussées par le gamin qui dit « Elles sont à l'envers, maîtresse ». La maîtresse attrape un coup de chaud quand elle s'aperçoit qu'en effet, il y a eu inversion des pieds. Bref, nouvelle galère pour enlever les bottes, rebelote pour remettre les bottes, mais elle réussit à garder son calme. Elle a choisi ce métier, c'est une vocation, elle est fière d'être professeure des écoles aujourd'hui. Bon, et elle garde son calme, et une fois que les bottes sont rechaussées au bon pied, la botte droite à droite, la botte gauche à gauche, le gamin lui dit avec toute la candeur qui caractérise les enfants « C'est pas mes bottes ». À ce moment, elle fait évidemment un gros effort pour ne pas lui mettre une baffe. Elle se retient, elle commence. Et puis elle se mord les lèvres, elle se calme. Elle dit j'ai fait ce métier. Comme elle voit que le gamin a l'air un peu contrarié quand même. Bon, allez, on les enlève. Elle enlève à nouveau les bottes et elle se met au boulot. Le deuxième pied est presque sorti quand le gamin poursuit. C'est pas mes bottes, c'est celles de mon frère, mais maman a dit que je dois les mettre. Là, évidemment, elle a envie de pleurer, l'institutrice. Elle a envie de l'étrangler. Elle a envie de Vologne. Elle a envie de Vologne. Oui, j'en rajoute toujours un peu. Horrible. Et non, et le gamin pleure, évidemment. Alors elle se calme une nouvelle fois. Et elle entreprend de lui remettre les bottes. L'opération est enfin réussie. Il a les bottes de son frère, certes, mais il a les bottes. Et la maîtresse se sent fière d'avoir enfin réussi sa mission. Pour aller jusqu'au bout, elle le met debout, lui fait enfiler son manteau, lui met son cache-nez et lui demande « Où sont tes gants ?» Je les ai mis dans mes bottes. Moi, je trouve ça très mignon. Petite ville de province, il y a un voyageur qui sort de la gare et il prend un taxi. Le chauffeur démarre et il brûle tranquillement le premier feu rouge. « Et vous venez de passer au rouge !» dit le client. « Je sais, vous inquiétez pas, mon beau-frère le fait tout le temps. » Au deuxième feu, il a déjà pris de vitesse tout le monde et il passe à nouveau au rouge. « Eh oh !» dit le passager, « mais vous avez encore brûlé un feu rouge. » Et alors, je vous dis que mon beau-frère le fait sans arrêt, il n'a jamais eu de problème. Au troisième feu, le taxi est lancé à fond, mais passe encore au rouge, mais sans même ralentir. « Mais vous êtes fou !» dit le client, « vous êtes fou, vous allez nous tuer !» « Mais non, rassurez-vous, je vous ai déjà dit que mon beau-frère le fait tout le temps et il est en parfaite santé. » Le quatrième feu est vert, et là, le chauffeur freine et s'arrête. Qu'est-ce qui vous prend, dit le passager. Vous venez de griller 3 feux rouges et là maintenant vous arrêtez au vert. Je me méfie, c'est par là que passe mon beau-frère. Bon alors là, je vous raconte une touriste qui n'a plus envie de visiter les musées, les monuments. Elle est très jolie, elle décide de se dorer au soleil, voilà, le reste de son séjour sur le toit d'un célèbre hôtel de Nice. Le premier jour, elle porte un monokini, mais évidemment dès le deuxième jour, elle se dit quand même il fait soleil. Elle se met toute nue, bronzage intégral sur le toit de l'hôtel. Alors qu'elle est couchée sur le ventre, pour exposer son mont de Vénus au soleil, elle entend du bruit dans l'escalier qui mène jusqu'au toit. Elle a juste le temps de se couvrir avec une serviette de bain avant que la personne arrive sur le toit. C'est un employé de l'hôtel qui lui dit, tout essoufflé, « Mademoiselle, désolé, mais la direction de l'hôtel me fait dire qu'il vous est formellement interdit de pratiquer le bronzage intégral. Nous apprécierions de vous voir porter un maillot comme hier. Mais il n'y a personne ici sur le toit. Alors franchement, qu'est-ce que ça peut bien faire? Qui ça peut embêter? Franchement, si... En plus, je suis couverte par cette serviette. Mais mademoiselle, vous êtes allongée sur la verrière de la salle à manger de l'hôtel. Moi j'en ai une aussi sur les blondes. C'est une blonde, il fait chaud, on est en plein été, elle se balade dans la rue avec les seins à l'air et tout, enfin un petit top sympa quoi, il fait très très beau. Et elle rentre chez un oculiste et elle dit moi ce que j'aime, attendez. C'est que Stevie, j'adore quand il raconte une histoire parce qu'on la vit. Vous voyez, il te raconte une blague, il dit on se marre déjà avant la chute. Le petit top, sympa, tout ça. Elle est là, rue des Minimes où il y a tous les commerces et rue des Minimes. C'est quoi ça? C'est la rue commerçante du Mans. Non mais Laurent, c'est vachement important pour l'histoire.
Oui, bah, elle peut Ça, être- je vous avais prévenu, là. Elle peut être rue de Rennes à Paris, si Non, tu veux. ça marchera pas. Ça marchera pas Donc pareil. elle est Non, là, mais elle des se minimes, balade, c'est il mieux. fait chaud et tout, et Elle elle a habille les comment yeux crispés tellement le soleil tape dans ses yeux bleus. Et elle décide de rentrer chez un oculiste. Et là, elle dit bonjour monsieur, j'aimerais une paire de lunettes. L'oculiste, il lui dit pour le soleil. Ah non, non, pour moi. Ah si. Mais finalement, ce qui avait de plus drôle, c'était la rue des Minimes. Ça n'a rien à voir. Un gamin rentre de l'école et dit à sa maman, ça c'est envoyé par Denis. Je tente tout, hein. Tentez. Celle-ci elle est toute mignonne. Hein. Il y a des accents, j'espère. C'est un petit garçon. Il rentre de l'école, il dit à sa maman, maman, j'ai décidé de. C'est ça, c'est là où C'est le petit garçon, la maman, là. Oh. Maman, j'ai décidé de plus aller à l'école. Alors la maman demande, ah bon, et en quel honneur? Bah aux informations, ils ont dit qu'en Italie, il y a un gars qui avait été abattu parce qu'il en savait trop. C'est un gamin qui revient de l'école avec son bulletin de notes. Il a 20 sur 20 partout, sauf en lecture, où il a 19 sur 20 seulement. Son père est furax, alors son père le tabasse, lui dit « Je veux que tu aies 20 sur 20 partout, même en lecture, pour le trimestre suivant. » Bon. Deuxième trimestre, pareil. Il revient, le gamin, il a 20 sur 20 partout, sauf en lecture, 19 sur 20. Alors le père frappe à nouveau son fils, et tous les soirs il le frappe, il dit « Je vais te faire travailler ta lecture, moi, jusqu'à minuit, pendant tout le premier trimestre, c'est comme ça. » Le gosse est épuisé, couvert de bleu. Troisième trimestre, même chose. Le père devient fou, il décroche son fusil, il vise son fils avec le fusil. Et là, heureusement, la mère intervient et dit « Arrête, Robert, tu sais bien que c'est difficile de lire le braille avec un crochet. » Comment surnomme-t-on une femme qui sait tout le temps où est son mari? Une jalouse. Non, une veuve. C'est deux Belges qui discutent. L'un d'eux va se marier. Ah, eh bien, je suis pas sûr que ma femme soit vierge. Hein. Elle me dit qu'elle est vierge, mais je ne crois pas. Hein. J'aimerais bien avoir un truc pour savoir si vraiment elle est vierge. Ah ben ça, j'ai un super truc pour toi. Tu vas voir, c'est simple. Hein. Tu prends de la peinture rouge, de la peinture bleue et une pelle. Qu'est-ce que je fais avec de la peinture bleue, une peinture rouge et une pelle? Pareil, tu vas te peindre une couille en bleu, une couille en rouge. Et si pendant la nuit de noces, ta femme te dit « Ah, c'est la paire de couilles la plus drôle que j'ai jamais vue », alors tu l'assommes avec la pelle. Elle est rafraîchissante. Très bien. C'est Stevie et Olivier de Kersauzon qui sont en bateau. Ah. C'est bon, tu peux t'arrêter là, c'est bon. Elle est excellente. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu une aussi bonne. Elle donne la marque du bateau, c'est quoi? C'est un pédalo? Et puis elle est crédible. Olivier Il est bon, hein, t'es bon aujourd'hui. Olivier invite Stevie sur son bateau. Non, c'est pas possible. Tout d'abord, ça peut pas être un pédalo parce qu'il y aura forcément un phoque. Alors, C'est pas déjà. Malheureusement, Stevie ouvre une écoutille et fait entrer de l'eau accidentellement sur le bateau. J'ai une tête à avoir un bateau, il y a des écoutilles, t'as raison. Obligé par Olivier de Kersauzon d'écoper avec des seaux. Oui, parce qu'il n'y a pas de pompe. hein. Évidemment, Stevie écope avec des seaux et il oublie de vider deux des seaux un peu plus tard. Olivier s'en aperçoit et il fait remarquer, mais t'as oublié de vider ces deux seaux-là. Pour s'excuser, Stevie lui dit, mais Olivier, tu vas pas me faire toute une histoire pour deux seaux d'omi. Titoff qui ramène sa copine chez ses parents après une soirée. Ils sont devant la porte en bas de l'immeuble. Titoff embrasse la fille fougueusement. Soudain excité, il prend un air complice, il se penche vers elle, une main accolée sur le mur et lui dit « Chérie, tu veux pas me faire une petite inflation ?» Horrifiée, elle répond « Mais t'es malade, mes parents pourraient nous voir. »« Oh allez, il est tard, ils doivent dormir. » Non mais si quelqu'un vient, allez, il y a personne autour. Pas question, pas d'inflation ce soir. Oh, s'il te plaît, je suis excité, tu vois bien, et je t'aime tellement. Non, je t'aime aussi, mais je ne peux pas. Allez, je te supplie, fais-la-moi la petite inflation. Donne-moi une seule bonne raison, dit-elle. Titoff se lance dans une argumentation passionnée. Ça dure 10 minutes sur les besoins, les pulsions masculines, sur la sincérité de son amour. Soudain, la lumière dans l'escalier s'allume et la sœur aînée de la jeune fille apparaît en pyjama, les cheveux en bataille, les yeux bouffis, et d'une voix endormie par la fenêtre crie « Papa m'a dit de te dire, soit tu lui fais une pipe, soit c'est moi qui lui fais une pipe. En cas de besoin, maman dit qu'elle peut descendre elle-même lui faire une pipe, mais par pitié, dis-lui d'enlever sa main de l'interphone. »
C'est le grand-père de 95 ans qui vient de décéder. Laurent, dans est-ce la- qu'on peut rire d'abord avant d'attendre la suite? Je pense que c'est mieux. Alors on fait le rire, puis après vous devez raconter la blague. Le grand-père de 95 ans qui vient de mourir, a priori, c'est pas drôle. Vous imaginez bien. Le petit-fils va présenter ses condoléances à sa grand-mère, qu'elle en a 90, à 5 ans plus jeune que le mari qui vient de décéder, donc. Et il trouve la mamie en larmes. Il la prend dans ses bras, sa mamie, et il la console. Un moment plus tard, il voit qu'elle est un peu plus calme, et le petit-fils en profite et lui dit, mais comment il est mort, papy? C'est arrivé en faisant l'amour, lui dit la grand-mère. Le jeune garçon répond que les personnes de 90 ans devraient pas faire l'amour parce que c'est très dangereux, mamie, de faire l'amour au-delà de 90 ans. Mais la grand-mère lui explique. Mais nous faisions l'amour seulement le dimanche depuis 5 ans, très calmement, au rythme des cloches de l'église. Ding pour la mettre, dong pour la sortir, ding pour la mettre, dong pour la sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé, mamie? Oh là, mon garçon, le marchand de glace est passé avec sa clochette. J'en ai une autre de blague envoyée par Jamel. C'est une blague qui se situe dans un pays du tiers-monde, me dit-il. Il y a un maire dans la ville et son adjoint, ainsi que le chef des projets de la mairie, sont en train de discuter pour résoudre le problème d'un grand trou. Un grand trou qui est dans la grande rue de la ville et qui provoque énormément d'accidents. Alors le maire de la ville dit, bon, on va mettre un poste de SAMU à côté du trou. Comme ça, on pourra secourir tout de suite tous ceux qui tournent dans le trou. Ah, ce sera plus rapide. L'adjoint au maire dit non, mais non, enfin, on va construire une clinique juste à côté du trou, ce sera plus rapide, et voilà, plutôt que de faire venir le SAMU du trou jusqu'à l'hôpital, voilà, mettons tout de suite la clinique à côté du trou. C'est une spéciale du trou, quoi, aujourd'hui? Non, le trou. Ah, d'accord, ok. Et là, il y a le chef des projets qui dit, mais non, on va combler ce trou. Pas con. Et on va creuser un autre trou à côté de l'hôpital de la ville. C'est deux sœurs siamoises qui se baladent dans un parc, elles sont accrochées par le bras, voilà, elles ont 25 ans, elles sont plutôt pas mal, tout ça. Il y a un mec qui les croise comme ça dans le parc, et il va s'adresser à l'une, il n'a pas fait gaffe au départ, il commence à la draguer un petit peu, et puis elle fait non, d'accord, c'est fin, monsieur, mais voilà, vous voyez, je suis avec ma sœur, tout ça. Il fait non, mais écoutez, il y a pas de souci, moi ça me dérange pas du tout. Venez, on va boire un verre au moins dans un café. Ils vont boire un verre dans un café, ils discutent un petit moment, et puis ça va, et puis ils s'entendent super bien, ils commencent à rire, ils rigolent, et puis vraiment, je passe un bon moment avec vous. Est-ce que vous accorderiez de venir dîner avec moi ce soir dans un restaurant? Il fait oui, je veux bien, mais enfin, il y a ma sœur à côté, c'est spécial, vous comprenez bien, on est accrochés. Il fait non, mais ça me pose aucun problème, venez, on va dîner au restaurant. Donc bon, d'accord, on y va. Le soir, ils se retrouvent, ils s'habillent bien, les deux sœurs s'habillent. Ils se retrouvent dans le restaurant, ils commencent à dîner, et là ils dînent, ils discutent, ils s'entendent vraiment bien, ils commencent à lui caresser un petit peu la main, il fait attends, on peut pas aller aussi vite que ça, il y a ma sœur juste à côté, c'est quand même, voilà, donc bon, il caresse un peu la main, puis il continue à dîner, et puis il sert un verre, et puis il boit, il fait bon, j'habite juste à côté, venez boire un dernier verre à la maison. Ah, ils vont boire un verre à la maison, et puis là ça se passe bien, il commence à l'embrasser, il fait attends, il y a ma sœur siamoise à côté, c'est pas possible, il fait mais c'est pas grave, et puis il lui caresse la pipe, puis il commence à se caresser, et puis il commence à faire l'amour, et puis il se déshabille, et puis il baise, il y a la sœur à côté qui est là, qui regarde un peu à côté, tout ça. Et puis le mec est musicien. Sur le mur, il y a une trompette. La sœur siamoise tape sur l'épaule, il dit je veux pas vous déranger, ils sont en train de baiser comme les fous. Ça vous dérangerait pas si je joue un petit peu de trompette en même temps? Le mec il est à fond comme ça, il baise, il fait bien sûr que non, elle joue de la trompette. La nana se met à jouer un morceau de trompette magnifique, comme ça les deux ils font l'amour, comme ça elle joue de la trompette, elle joue de la trompette, et puis bon, il passe 2, 3 mois, 4 mois, les deux sœurs siamoises se baladent dans la rue, et puis elle passe dans la rue, puis elle passe, d'un coup il y a une des deux sœurs qui fait tiens regarde cet immeuble, tu te rappelles, c'était chez le mec l'autre fois là, tu te rappelles? Fait ouais, c'est incroyable. Et je dis viens on va sonner, on va lui dire bonjour. Et la sœur elle fait mais t'es folle ou quoi, tu connais les mecs, il se rappellera jamais de nous. Ah oui, je l'adore. Formidable histoire. C'est un type qui rencontre un copain, il fait oh, comment tu vas, Robert? Alors, Robert dit, ça va très bien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, bah, c'est incroyable ce qui m'arrive, encore. Je suis allé au casino la semaine dernière. J'ai tout misé sur le 13,
Et le 13 est sorti. Bah, c'est génial, t'as gagné. Alors, j'ai gagné 10 000 euros. 10 000 euros, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, je rejoue. Alors, j'ai rejoué sur le 13. Et le 13 est encore sorti. Bah, c'est génial, si le 13 est encore sorti, t'as encore gagné 10 000 euros. Ouais, gagné 10 000 euros. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de fois il rejoue? Il rejoue 8 fois. Ça fait à peu près 80 000 euros si les comptes sont bons. Et alors, la 9e fois, nous, les 80 000 euros sur le 13. Et alors, c'est le 14 qui sort. Le 14? Oh, putain, mais moi, à ta place, je me serais bouffé les couilles. Mais je crois que j'ai fait. Oui, Christine. Moi aussi, j'en ai une. C'est un mec Je peux sortir? C'est un mec au café qui dit « Je voudrais un café crème. » Alors, le serveur, il lui dit « Un café crème. » L'autre, il dit « Vous vous foutez de ma gueule ?» Alors l'autre, il dit « Non, je me fous pas votre gueule, c'est pas comme ça. » Et alors, il y a un autre qui arrive, un autre client qui arrive et qui dit « Et je voudrais un demi, s'il vous plaît. » Et il y a le serveur qui dit « Un demi, c'est parti. » Alors l'autre, il dit « Voyez, vous foutez de ma gueule. » Et le serveur, il dit « Mais non, c'est de lui que je me fous de la gueule. » Elle est géniale. Toutes les histoires drôles dont va se gêner. Un cadeau Europe 1. C'est Christine Bravo qui rentre dans la chambre de sa fille, qu'elle trouve vide. Sur le lit, une lettre de sa fille. Elle imagine le pire en ouvrant la lettre. Ma maman chérie, je suis désolé de Ça, devoir... c'est pas possible. Si, vous allez comprendre. Ma maman chérie, je suis désolé de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Il est l'amour de... Il est l'amour de ma vie. Tu devrais le voir. Il est tellement mignon avec tous ses tatous, son piercing et sa super moto. Mais c'est pas tout, ma petite maman chérie. Je suis enfin enceinte. Et Abdoul dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois. Il veut beaucoup d'enfants avec moi. C'est mon rêve aussi. Je me suis enfin rendu compte que la marijuana était bonne pour la santé et soulage les maux. Nous allons en cultiver et en donner à nos copains lorsqu'ils seront à court d'héroïne et de cocaïne pour qu'ils ne souffrent pas. Entre-temps, j'espère que la science trouvera un remède contre le sida pour qu'Abdoul aille mieux. Il le mérite vraiment, tu sais. Ne te fais pas de soucis pour moi, maman. J'ai déjà 13 ans, je peux faire attention à moi toute seule. Et le peu d'expérience qui me manque, Abdoul peut le compenser avec ses 44 ans. J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits-enfants. Mais d'abord, je vais avec Abdoul chez ses parents en caravane pour que nous puissions nous marier. Comme ça, ce sera plus facile pour lui pour son permis de séjour. Signé ta fille qui t'aime. Pas scriptum. Je te raconte des idioties, maman. Je suis chez les voisins. Je voulais juste te dire qu'il y a des choses bien pires dans la vie que le bulletin scolaire que tu trouveras sur la table de nuit. Alors là, Ça, c'est génial. C'est un fermier qui achète un coq sur le marché et le vendeur le prévient que le coq est... D'ailleurs, on le surnomme DSK, le coq, parce que alors, sexuellement, il n'arrête pas. C'est-à-dire, c'est marqué sur l'affiche coq DSK. Là, j'en rajoute un peu pour qu'elle soit d'actu, tu vois. Le fameux coq DSK. Une bête DSK. Mais alors, il n'arrête pas sexuellement le coq, tu vois. Alors, il achète le coq, le fermier, et de retour à la ferme, effectivement, toutes les poules dans la matinée même, elles y passent avec le coq DSK. Mais alors, il n'y a pas une poule qui passe pas par le coq. Le coq est un peu surpris, hein. Le fermier dit bon, ben quand même. Là, il faut l'accent. Là, il faut l'accent. Le fermier dit bon, 20, 12 coq, là, on m'a pas menti. C'est pour un coq le producteur, c'est un coq le producteur. Pas une poule qui n'est pas passée sous le coq. En fermant les yeux, on a l'impression d'être à la campagne. Les coqs, on va faire attention. Qu'est-ce qu'il fout à la radio? On le veut sur scène. Mais ça, c'est le matin, attention. Mais le soir, vous êtes aussi bon? Non. L'après-midi, tous les autres animaux de la basse-cour, pas un animal qui passe pas tout. La chèvre, le cheval, le cochon, le coq, il a tout baisé. Tout baisé dans tous les animaux, ils sont passés. Vous faites un Giscard d'Estaing paysan. Le soir, le fermier dit à sa femme, je suis quand même inquiet pour ce coq. J'ai peur qu'il fasse un arrêt cardiaque. Il a baisé toute la ferme.
Et effectivement, le lendemain matin, le fermier découvre le coq gisant au milieu de la cour. Il y a même 2 vautours qui sont déjà en train de tournoyer au-dessus du coq. Le fermier, dépité, s'approche de la dépouille du coq. Les vautours de la Nièvre. Les fameux. Ben oui, parce que quand même, son coq est mort. Il y a déjà des vautours au-dessus qui rôdent comme ça. Il s'approche de son coq pour ramasser la dépouille. Et là, il y a le coq qui ouvre juste un œil et qui chuchote au fermier. Chut, les vautours. Ça se passe dans la cour d'une caserne en Italie dans les années avant la guerre de 70, à l'époque où les soldats et notamment les officiers avaient un sabre réglementaire sur le côté. Et dans la cour de la caserne, le colonel au 3e étage, qui regardait par la fenêtre, s'aperçoit que le lieutenant Bertolucci, qui traversait la cour, n'avait pas son sabre réglementaire. Et comme le colonel n'aime pas beaucoup le lieutenant Bertolucci, il en profite pour le faire monter. Bertolucci, montez me voir, s'il vous plaît. En passant au 2e étage au maître des officiers, Bertolucci s'arrête et demande à un copain de lui prêter son sabre réglementaire en lui disant qu'il est appelé par le colonel. Quand il entre chez le colonel, celui-ci est ravi de pouvoir lui mettre une sanction, mais il s'aperçoit vite que le lieutenant Bertolucci, sur le côté, il a bien son sabre réglementaire. Alors il lui dit, Bertolucci, pour les manœuvres de demain, voulez-vous les avancer à 8 heures? Oui, mon colonel, dit Bertolucci. Il redescend, il s'arrête au mess, il rend le sabre réglementaire à son collègue et retourne dans la cour où, un peu dépité, le colonel se met à la fenêtre et s'aperçoit que le lieutenant Bertolucci, qui est en train de traverser la cour, n'a pas son sabre réglementaire. Alors il appelle de nouveau et lui dit, Bertolucci, voulez-vous remonter, s'il vous plaît? Oui, mon colonel. Bertolucci remonte, il s'arrête au 2e étage et il dit à son collègue, passe-moi ton sabre, le vieux veut me voir encore. Il remonte, il frappe à la porte et là, le colonel qui se frotte les mains s'aperçoit que le lieutenant Bertolucci a bien son sabre réglementaire. Alors, on t'a reconnu, Babas. Pour demain, en fin de compte, les manœuvres, on n'a qu'à les remettre à 7 heures le matin. Oui, mon colonel, dit Bertolucci en pensant qu'il est un peu fou. Il repasse au 2e étage, il rend son sabre réglementaire à son collègue et il redescend dans la cour. Et à ce moment-là, le colonel qui se met à la fenêtre s'aperçoit que le lieutenant Bertolucci n'a pas son sabre réglementaire. Alors il appelle le garde qui est à la porte, il lui fait, garde, venez vite, passez de l'autre côté du bureau, mettez-vous à la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez? Le garde, un peu impressionné, se penche et dit, eh bien mon colonel, je vois le lieutenant Bertolucci. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de la tenue du lieutenant Bertolucci? Eh bien, mon colonel, dit le garde, je peux dire que le lieutenant Bertolucci n'a pas son sabre réglementaire. Alors le colonel se tourne vers le garde et lui dit, garde, vous auriez dû dire, il semble que... Laurent Ruquier et toute sa bande sur Europe 1. On va se gêner. Spécial histoire drôle. Je sais pas si vous vous souvenez, Christine, de l'histoire qu'on avait racontée ici, et je vous l'avais dédiée, l'histoire de la jeune ado qui laisse un mot à ses parents, où elle leur raconte des horreurs, et au final, tout ça, c'est pour faire passer, faire passer une mauvaise note. Et je ne savais pas, il y a Fanny qui m'a écrit pour me dire, il y a la version de la lettre en réponse. En effet, c'est le papa qui laisse une lettre pour la jeune fille en question et voilà ce qu'il écrit. Ma chérie, j'ai donné ta lettre à ta mère. Elle a fait immédiatement un infarctus et nous avons dû l'hospitaliser. Les médicaments la maintiennent en vie. Lorsque j'ai expliqué à nos avocats ce qui s'était passé, ils m'ont recommandé de te répudier. Alors tu n'es plus notre fille et nous t'avons retiré de nos testaments. Nous avons mis à la poubelle toutes tes affaires et utilisons ta chambre comme débarras. Nous avons aussi changé la serrure de la porte. Il te faudra trouver un logement, mais n'essaie pas d'utiliser notre carte de crédit car nous l'avons annulée, ainsi que fermer ton compte bancaire. L'argent qu'il y avait dessus, nous allons l'utiliser pour le traitement de ta mère. N'essaie pas de nous appeler pour demander de l'argent. Nous avons de toute façon résilié ton contrat de téléphone portable. Les jouets que tu gardais, tes instruments de musique, ta collection de CD et de photos, nous les avons vendus aux voisins. Celui dont tu disais qu'il te regardait par la fenêtre quand tu t'habillais. Ah, bien sûr, il te faudra trouver du travail puisque nous n'allons plus payer pour toi ni tes études, ni tes cours de musique. Si tu ne peux pas trouver de logement ni de travail, je te conseille d'aller voir Polo. C'est quelqu'un que j'ai connu dans l'armée. Je ne sais pas bien ce qu'il fait, mais je lui ai envoyé une photo de toi et il m'a dit qu'une fille comme toi n'aurait aucun mal à vivre dans un pays du Maghreb qu'il connaît bien et où il pourrait t'aider. Enfin, j'espère que tu seras très heureuse dans ta nouvelle vie. L'homme que tu appelais ton papa. Post-scriptum. Ma chérie, c'est une blague. Je regarde la télé avec ta mère qui se porte très bien. Je voulais juste te montrer qu'il y a des choses plus graves que de passer les 8 prochaines semaines sans sortir et sans regarder la télé pour un mauvais bulletin à cause de ta petite blague.
C'est un gars, il était tendu depuis près d'une heure à côté de sa nouvelle petite amie après une relation sexuelle qui a été, il faut le dire, des plus torrides. Ils sont là tous les deux, ils commencent à apprécier ce moment, l'après. Je sais pas si vous aimez ça, après. Moi, il n'y a plus, moi. Voilà, mais c'est là, ils sont là tous les deux. Puis il s'aperçoit que sa petite amie continue à lui tripoter les testicules. Et il voit qu'elle semble tout particulièrement apprécier cette partie de son intimité. Alors tout en profitant des caresses, le gars quand même finit par se tourner vers elle au bout d'une petite demi-heure et lui dit mais pourquoi aimes-tu autant faire ça? Et là elle lui répond les miennes me manquent tellement depuis mon opération. Oh non. C'est à la ferme. Il y a un cheval qui est très malade. Et le paysan qui dit, va, Dieu, si dans 3 jours le cheval est pas remis, il faudra l'abattre. Il y a le cochon qui a tout entendu. Il dit au cheval, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le cheval est trop fatigué, il n'arrive pas à se lever. Le 2e jour, le cochon dit au cheval, lève-toi vite, sinon ils vont t'abattre. Le cheval peut toujours pas se lever. Le 3e jour, le cochon essaye encore, lève-toi, cheval, lève-toi, sinon ils vont t'abattre. Le cheval se lève enfin. Et heureux, le paysan dit, pour fêter ça, on va tuer le cochon. Moralité, toujours s'occuper de ses affaires et fermer sa gueule. C'est le pape qui arrive à Madrid, vous savez, pour évidemment les JMJ. Voilà, bravo. Il y a une limousine qui est mise à sa disposition, ça va de soi. Et puis là... Ça me fait rire. Alors vas-y, là déjà tu la vends bien là, on a envie. Et le pape dit bon, il faut quand même que je montre que je suis un pape moderne quoi. Alors il dit au chauffeur de la limousine, écoutez, en fait, ça ne se sait pas, mais j'adore les grosses voitures et j'adore conduire. Vous voulez pas me laisser conduire? Alors, si vous voulez. Alors le chauffeur, après de longues hésitations, évidemment, accepte et le pape conduit lui-même la limousine. Le chauffeur se met à l'arrière et le pape prend le volant. Il démarre, il emprunte le périphérique autour de Madrid, il commence à pousser la voiture, histoire de voir quand même ce que la limo a dans le moteur, quoi. Et là, il se fait flasher par la gendarmerie espagnole. Et évidemment, le gendarme espagnol qui voit la photo et que ça dit. Tout de suite, il prend son talkie-walkie, il appelle le chef de la gendarmerie espagnole, évidemment. Allô, chef? Oui, je vous entends. Nous venons d'arrêter quelqu'un de très très important pour excès de vitesse. Ah bon? Les préfets de la région? Non. Tu peux faire l'accent espagnol et pas l'accent allemand. Tu nous fais une blague espagnole avec l'accent de Papa Schultz. Il pouvait pas organiser les JMJ en Allemagne, merde alors. Surtout pour Benoît XVI, c'était mieux. Alors que c'est quelqu'un d'important, non? Voilà. Que c'est quelqu'un d'important. Muy importante. Muy importante. Et non, plus importante qu'une préfète. Ah, plus importante qu'une préfète. Une ministre? Non, plus importante qu'une ministre. Une présidente de la République? Non. Plus importante qu'une présidente de la République. Ne me dites pas que c'est Barack Obama. Non, plus importante que Barack Obama. Mais c'est pas possible. Mais de qui il s'agit? Et là, le gendarme dit, écoutez, je sais pas de qui il s'agit, mais il a les papes comme chauffeur. Elle est très bonne. Elle est bien. C'est Christine Bravo, elle se plaint à sa copine. Et tu sais, avec mon mec, je m'éclate pas au lit. Je sais pas. Il est bien physiquement. Il me prend dans ses bras, il me caresse un peu partout. Mais bon, je trouve pas ça terrible. Je sais pas, j'y arrive pas. Alors la copine de Christine, écoute, dit, mais c'est une question d'humeur. Tu devrais mettre plus d'ambiance, te montrer plus sensuel quand vous faites l'amour. Christine, mais comment ça, plus sensuel? Écoute, lui dit sa copine, t'as qu'à regarder sur Canal+, le film X, le premier samedi du mois. Super. Tu sais, la fille, pour exciter son partenaire et aussi les téléspectateurs, elle simule. Comment ça, elle simule, dit Christine? Elle pousse des petits cris pour faire monter le désir. Alors voilà, t'as qu'à faire la même chose. Tu regardes Canal, tu vois comment la fille, elle fait, comment elle crie avec le mec. Et voilà, si ton excitation vient pas vraiment pour créer une ambiance, tu fais comme elle. Pourquoi moi? Arrive le jour du câlin. Et là encore, vraiment rien de terrible de la part du mec, quoi. Alors, Christine, qui a regardé la veille le film X sur Canal. Sur Canul. Le lapsus. Quelle place. Sur Canul. se souvient des conseils de son ami. Alors, oui, il faut que je fasse comme pendant l'amour, hein. Ouais, il faut que je fasse comme ce que j'ai vu à la télé. Et là, pendant que le mec lui fait l'amour, Christine commence à faire.